Bonjour à tous. Bienvenue à la deuxième séance des webinaires Grande Culture du MAPAC. Merci de votre patience. On a eu un petit bug ce matin. Donc, je suis bien heureuse de vous voir en grand nombre. Mon nom est Stéphanie Mathieu, je suis agronome, je suis conseillère en grande culture au MAPAC à la direction régionale de la Montérégie. J'aurai le plaisir d'être votre animatrice ce matin. Je suis accompagnée de ma collègue Julie Brault, qui est ma co-animatrice. Julie est également conseillère en grande culture au MAPAC dans la région de Montréal, Laval, Lanaudière. Je tiens également à souligner la présence de notre conseillère en communication, Amélie Labonté. Amélie, ce matin, est dans l'ombre, mais c'est en quelque sorte la chef d'orchestre du Zoom de ce matin. Les webinaires Grande Culture ont été préparés en remplacement des journées régionales d'information qui sont organisées normalement dans chacune de nos régions. Donc, ces webinaires-là sont organisés par le MAPAC et la tenue de l'ensemble des webinaires est rendue possible grâce à la collaboration d'Expansion PME en Montérégie. Donc, présentement, il y a 173 personnes en ligne et d'autres personnes vont s'ajouter tranquillement. Je vous remercie beaucoup de votre intérêt et de votre participation. Donc, je vous fais part du déroulement de l'avant-midi. Notre première conférence va être présentée par Sylvie Thibodeau et elle traitera du seigle d'automne comme culture de couverture, un sujet très d'actualité. Ensuite de ça, cette conférence-là va être suivie par une courte pause de 5 minutes. Ensuite, notre deuxième conférence va être vers 10h20. Elle va être présentée par François Quesnel et elle va traiter de la récolte du seigle d'automne fourragé qui est suivie d'une culture de soya. Donc, la fin du webinaire est prévue pour 11 heures maximum. Avant de débuter, je veux vous partager quelques consignes pour le bon fonctionnement du webinaire. Donc, vous avez remarqué que vos caméras et vos micros sont fermés. Ce n'est pas possible pour vous de les ouvrir. Donc, pour interagir, vous devrez utiliser la zone de clavardage qui est disponible. Vous allez trouver cette option-là au bas de votre écran. Il s'agit du symbole bulle que vous voyez. Donc, dépendamment de la version de Zoom que vous avez, cette fonction-là peut se nommer chat, discussion ou encore converser. Vous devez utiliser le clavardage pour poser vos questions à nos conférenciers. Vous ne pouvez pas le faire de vive voix. Donc, pour permettre à tous de voir vos questions, on vous demande d'adresser vos questions à tous les panélistes et à tous les participants. Vous pouvez choisir cette option lorsque votre fenêtre de clavardage est ouverte. En bas, il y a un petit menu déroulant. Après chaque conférence, il va y avoir une période de questions. À ce moment-là, Julie, ma co-animatrice, va identifier les questions qui se trouveront dans le clavardage et elle va les poser aux conférenciers et les conférenciers vont répondre à voix haute. Si, par manque de temps, on ne parvient pas à répondre à toutes les questions, en fait, par manque de temps ou grâce à votre intérêt, vous pourrez écrire vos questions par courriel à l'adresse qui va être mise dans la bulle de chat qui est webinaire gc@commercialmapac.gouv.qc.ca. À ce moment-là, on vous demandera d'indiquer à qui s'adressent vos questions, à quel conférencier s'adressent vos questions et nos conférenciers se feront un plaisir de répondre plus tard par courriel. Les présentations vont être bientôt disponibles sur le site web du MAPAC et l'enregistrement du webinaire sur la chaîne YouTube du MAPAC. Donc, sans plus tarder, on débute par la première conférence qui porte sur les cultures de couverture de seigle. Elle va être présentée par Mme Sylvie Thibodeau qui vient d'apparaître à l'écran. Donc, Sylvie, je t'invite à ouvrir ton micro si ce n'est déjà fait. Alors, Sylvie détient un bac en bioagronomie et une maîtrise à l'Université Laval sur l'utilisation des pratiques culturelles réduites dans le maïs grain. Sylvie est conseillère en agro-environnement au Club Conseil du Bassin de la Guerre depuis 1997. Elle a collaboré avec l'IRDA à un projet de gestion de l'eau par bassin versant. Elle a travaillé à la réalisation de divers projets en lien avec les cultures de couverture, les cultures intercalaires et le semi-direct en grande culture. Et elle offre également un soutien de deuxième ligne aux conseillers en agro-environnement du Québec en lien avec les cultures de couverture. Alors, Sylvie, je te remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Je te cède la parole pour ta conférence. Ben, merci Stéphanie. Donc, comme Stéphanie l'a dit, je suis conseillère avec un club depuis 1997, situé dans la Montérégie ouest-ouest, là, sud-ouest de la Montérégie, région Huntingdon, Dundee, Saint-Anicette. Donc, dans les prochaines 40 minutes, je vais partager avec vous quelques idées pour implanter une culture de couverture de seigle. J'ai réalisé, quand Stéphanie m'a demandé de faire cette présentation-là, que depuis 2018,
ça fait 5 présentations. C'est ma 5e conférence que je donne sur le seigle, ce qui me permet à chaque fois de me remettre dedans, de lire des articles, des documents que j'avais mis de côté, puis que là, ben, je me remets à jour. Puis à chaque fois, je me rends compte qu'il y a beaucoup de recherches qui se fait sur le seigle. C'est un monde qui évolue énormément. Donc, je vais vous remettre tout ça à jour puis partager ça avec vous donc dans les prochaines diapos. Alors, le plan de ma présentation, rapidement, on va commencer par pourquoi semer du seigle comme culture de couverture. Après ça, on va regarder quels sont les impacts sur le rendement d'une culture de couverture de seigle, sur le maïs et sur le soya. On va regarder quelques exemples de comment implanter le seigle comme culture de couverture et on va finir en regardant quelques suggestions comment détruire le seigle au printemps suivant. Donc, on commence avec pourquoi semer du seigle comme culture de couverture. Il y a deux aspects, 2 caractéristiques principales du seigle là, qui font que c'est une culture de couverture vraiment intéressante. Sa résistance au froid et son système racinaire. En termes de résistance au froid, le seigle a une température de germination de moins 4 degrés Celsius, donc la température au niveau du sol, ce qui permet de le semer quand même assez tard. Sa température minimale de croissance est de 1 degré Celsius. Là, ça veut dire qu'il repart quand même assez de bonne heure au printemps. Et la température meurtrière est de moins 27. Selon les sources, j'ai trouvé du moins 34, ou ça dépend peut-être de l'inflation. Mais c'est quand même la culture championne en termes de résistance au froid. Deuxième point, donc je vous disais, c'est ses racines. Je pense qu'une photo vaut 1000 mots. Regardez à votre gauche le petit germe de seigle, mais ce que ça peut représenter comme racine, c'est drôlement bien parti comme développement du système racinaire. À droite, vous avez les racines d'une culture de seigle mature. Ça peut aller jusqu'à 2 mètres de profondeur. Et j'ai trouvé récemment une étude qui disait qu'un grain de seigle peut produire 600 km de racines. C'est vraiment la championne à ce niveau-là. Par comparaison, on parlait du blé d'automne qui donne de 300-400 km de racines. Évidemment, c'est toutes les racines mis bout à bout. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact, tout ça, au niveau de bénéfices du seigle sur la santé du sol? Bien, on sait que les racines, c'est le moteur, c'est ce qui stimule l'activité biologique du sol parce que les racines produisent des substances, des exudats racinaires qui nourrissent les micro-organismes du sol. Donc, qui dit racine dit activité biologique du sol augmentée. Par le fait même, les racines, les micro-organismes améliorent la structure du sol. Ces racines-là aussi et ces micro-organismes-là, c'est une source de carbone pour augmenter la matière organique. Et évidemment, une culture de seigle qui est là à l'automne, à l'hiver, au printemps, bien, c'est génial pour contrôler l'érosion. Donc, ces bénéfices du seigle-là sur la santé du sol, ça fait entre autres que d'un sol léger, d'un sol sableux, ça augmente la capacité de rétention en eau de ce sol-là parce que ça augmente le carbone et la matière organique. Puis, d'une autre façon, dans un sol plus lourd, à l'amélioration de la structure du sol, elle permet à ce sol-là d'améliorer son drainage. Donc, c'est comme 2 impacts qui semblent à premier abord différents, mais qui résultent de la même chose, qui résultent de la matière organique et des racines. Donc, on améliore notre capacité de rétention en eau de notre sol léger, puis on améliore notre drainage de notre sol plus lourd grâce aux racines. Un autre des bénéfices du seigle vraiment intéressant, c'est au niveau du contrôle des mauvaises herbes. Et là, le seigle agit de 2 façons au niveau du contrôle des mauvaises herbes. Premièrement, par sa couverture du sol, le seigle peut créer un effet paillis important qui empêche les mauvaises herbes de pousser. Pour ça, on parle, pour avoir des effets significatifs, là, on parle par exemple d'une biomasse de seigle de 4 tonnes à l'acre et plus. Donc, ça prend quand même un bon paillis, un bon couvert de seigle pour que ça soit efficace dans le contrôle des mauvaises herbes. Ça veut dire qu'au printemps, ben, si on veut avoir un meilleur paillis, il faut retarder la destruction du seigle le plus possible. Ça va amener à se poser la question, est-ce qu'on met du maïs ou du soya là-dessus, si on veut laisser pousser le seigle pour avoir des mauvaises herbes. On va revenir beaucoup là-dessus plus tard. Et ce que la littérature mentionne aussi, c'est que donner une légère fertilisation azotée du seigle au printemps a un effet marqué sur la biomasse du seigle. J'ai trouvé des études qui disent qu'on peut augmenter de 39 à 124 la biomasse du seigle avec une petite fertilisation azotée au printemps. Ça peut être juste un 20 kg d'azote et ça semble avoir un effet bénéfique à ce niveau-là. Ça m'amène à vous montrer ces photos-là où c'est un producteur l'automne passé qui, après sa récolte de maïs grain, a semé du seigle à la volée.
avec un petit coup de déchaumeuse vraiment très léger. Là, on n'a même pas l'impression qu'il a passé. Puis on va revenir aussi sur cette technique-là plus tard. Ce que je voulais vous amener ici, c'est que vous voyez de quoi avait l'air le seigle vraiment avant la neige, là, très tard à l'automne passé. Donc, il y avait une petite couverture de seigle. Et dans une partie d'un champ, ce producteur-là, il restait un peu d'engrais de démarrage dans son buggy. Fait qu'il est passé sur le seigle, il a appliqué un tout petit peu, c'était pas grand-chose, je pourrais pas vous dire exactement. Et j'ai pris cette photo-là le 21 mai. C'est impressionnant de voir comment cette petite fertilisation-là, ce petit apport-là en azote a eu un impact vraiment bénéfique au niveau du paillis de seigle, là. Vous voyez de quoi ça a l'air. Je n'ai pas été fine, je n'ai pas pris de photo du champ juste d'à côté où il n'y en avait pas eu, mais l'effet était vraiment impressionnant. Vous voyez, ça forme un super bon paillis pour ce que ça avait comme implantation à l'automne. Fait que dans ce cas-là, on peut s'attendre à avoir un effet paillis sur le contrôle des mauvaises herbes. Autre effet du seigle, en termes, je vous disais que le seigle agit de deux façons au niveau du contrôle des mauvaises herbes, par son paillis, mais aussi par l'allélopathie. Je vous ai mis ici la définition pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que l'allélopathie. C'est un phénomène biologique par lequel un organisme, dans ce cas-là, c'est le seigle, produit une ou plusieurs substances biochimiques qui influencent la germination, la croissance, la survie et la reproduction d'autres organismes. Donc, le seigle, en produisant des substances allélopathiques, peut, entre autres, empêcher la germination ou la croissance de certaines plantes, dont des mauvaises herbes. L'effet allélopathique, c'est un effet résiduel, comme un herbicide résiduel, et cet effet-là est inversement proportionnel à la grosseur des semences. Ça veut dire que plus la semence est petite, plus l'effet allélopathique du seigle est important. Fait que dans la littérature, j'ai trouvé que deux des espèces de mauvaises herbes, entre autres, qui sont vraiment affectées par l'effet allélopathique du seigle, c'est le chénopode, le chou gras, et l'amarante à racines rouges. Fait que les recherches se poursuivent là-dessus. Un autre effet bénéfique du seigle, c'est la captation d'éléments fertilisants résiduels. Cette photo-là m'impressionne. J'ai pris ça au printemps, ce printemps-ci. C'est un couvert de seigle qui avait été semé encore là à la volée après la récolte du maïs-grain. Vous voyez, là, ça se voit plus au loin, les lignes de seigle plus pâles versus les bandes un peu plus larges qui sont plus foncées. J'ai retrouvé exactement la même photo ce printemps dernier sur un site américain, Everything Cover Crops, où il attribuait ça carrément à la captation par le seigle de l'azote qui avait été mis en bande dans les entrerangs de maïs l'année avant le semis du seigle. On sait que le maïs est vraiment un mauvais utilisateur d'azote, qui utilise 45 à 50 de l'azote qu'on y applique. Donc, il en reste à l'automne. Il semble que le seigle a capté cet azote-là. On voit clairement que sur l'ancien rang de maïs, c'est plus pâle que dans les entrerangs. Donc, il a capté cet azote-là. Et par curiosité, on a fait des analyses de ça au printemps dernier. Donc, on a fait une analyse foliaire, comme si on voulait vérifier une carence, la teneur en éléments minéraux du seigle, selon qui était première colonne près des rangs de maïs de l'année précédente ou dans l'entre-rang du maïs de l'année précédente. Donc, mon seigle vert foncé ou mon seigle vert pâle. Différents éléments que je vous ai mis là. Ce qu'on voit, regardez à la première ligne au niveau de l'azote, mon seigle était celui qui était près des rangs de maïs l'année précédente, donc mon jaune pâle, il était à 2,4 d'azote. Selon des normes pour une céréale comme ça ne l'était pas, mais on pourrait dire qu'il était déficient en azote, tandis que dans l'entre-rang de maïs, celui qui était vert plus foncé, il était à 2,95 il serait tombé d'un niveau suffisant. Fait que si vous regardez pour les quelques éléments que je vous mets là, c'est toujours la même chose. Le seigle près des rangs de maïs de l'année précédente était plus faible, avait une plus faible teneur en différents éléments fertilisants que celui dans mon entre-rang. Regardez pour le manganèse, dernier en bas, par exemple, on est à 20 près des rangs de maïs et à 25 près de l'entre-rang de maïs. Fait qu'on peut penser que ce seigle-là, ben, quand il va être détruit, qu'il va mourir, ben, il va avoir enrichi le sol dans l'entre-rang, permis de récupérer des éléments fertilisants ou de l'avoir enrichi, qui vont profiter à la culture suivante, qui, dans ce cas-là, ben, était du soya. Donc, on a fait le tour des principaux bénéfices du seigle, il y en aurait d'autres, mais on va parler maintenant des impacts d'une culture de couverture de seigle sur le rendement du maïs et du soya. Dans le cas du maïs, toute la littérature dit que le rendement du maïs peut être réduit, et j'ai mis peu souligné et en italique parce qu'il y a des cas où ça ne l'est pas. Ce n'est pas à 100 que ça va être réduit, mais quand même de bonnes chances que le rendement maïs va être réduit s'il suit une culture de couverture de seigle, entre autres par l'effet allélopathique du seigle. Le même effet allélopathique dont on a parlé tout à l'heure pour les mauvaises herbes pourrait avoir un effet sur le maïs. Mais
Encore là, plus je lis là-dessus, plus je me rends compte que c'est vraiment pas le principal effet qui intervient quand il y a des réductions de rendement maïs. Le principal, on va en parler après. Certaines études mentionnent que c'est l'immobilisation de l'azote, donc que le seigle prendrait de l'azote au détriment du maïs, mais je ne pense pas que ça soit le cas ici parce qu'on met toujours un démarreur, ce qui n'est pas toujours le cas aux États-Unis, un démarreur avec de l'azote, donc je pense qu'on compense facilement pour cette immobilisation de l'azote-là qu'il pourrait y avoir. Par contre, l'élément sur lequel les recherches des dernières années se sont beaucoup penchées et qui semble être vraiment la cause la plus importante de rendement maïs, de réduction du rendement de maïs sur un retour de seigle, c'est des champignons de sol, principalement des fusariums ou des pythiums, qui sont responsables de maladies racinaires des graminées et qui peuvent donc se transmettre du seigle, qui est une graminée, au maïs. Et c'est le phénomène qu'on appelle le green bridge. Donc, le seigle abriterait de ces champignons pathogènes-là, entre autres, et quand on détruit le seigle, ben, les champignons se transmettent au maïs qui suivent par le green bridge et ça peut affecter le maïs et son rendement. Vous avez ici des photos d'une étude, entre autres, que j'ai trouvée, qui a été publiée en 2017 dans la revue Plant Disease, où on voit à gauche des racines de maïs où il y avait no cover crop. Dans ce cas-là, la culture de couverture, c'était du seigle. Donc, à gauche, des racines de plantules de maïs, pas de seigle. Et à droite, des racines de plantules de maïs où il y avait eu du seigle et le seigle avait été détruit 3 jours avant le semis du maïs. Donc, on voit clairement qu'il y a des racines noires, malades, et donc qui étaient affectées ou atteintes par des champignons pathogènes. Une autre étude publiée en 2019 a regardé quel est l'impact du moment de la destruction du seigle par rapport à la date de semis du maïs sur les maladies racinaires du maïs. Fait que ce que vous voyez à gauche, en noir dans mon tableau, c'est le moment de destruction du seigle, s'il était détruit 17 jours avant le semis du maïs, 8 jours avant le semis du maïs ou 2 jours avant le semis du maïs. Et en bas, vous avez le pourcentage de plantules de maïs qui étaient atteintes de maladies racinaires. Donc, quand le seigle avait été détruit 17 jours avant le semis du maïs, on parlait de 8 à 25 de plantules de maïs atteintes de maladies racinaires. Si le seigle était détruit 8 jours avant le semis du maïs, là, on tombait à 80 et plus. Même chose, un seigle détruit 2 jours avant le semis du maïs, 80 des plantules étaient atteintes de maladies racinaires. Ça semble vraiment un facteur très important dans ce cas-là. Et donc, on voit l'impact aussi très important du délai entre la date de destruction du seigle et le semis du maïs. Donc, les études semblent dire que pour réduire ces impacts-là sur le maïs, il faut attendre 10 à 14 jours après la destruction du seigle pour semer le maïs. D'autres études disent que si ce n'est pas ce qu'on peut faire, bien, le pire moment pour semer le maïs serait dans les 5 à 10 jours après la destruction du seigle. Une autre option pour réduire ces impacts sur le maïs, il y a des études qui sont penchées sur le fait que si on sème le seigle en bandes, c'est-à-dire qu'on met le seigle juste sur des bandes là où le maïs ne sera pas semé, donc dans les futurs entre-rangs de maïs, et qu'on laisse le futur rang de maïs à l'automne sans seigle, bien, ça permet d'éloigner le maïs du seigle. On va semer le maïs dans la bande où il n'y aura pas de seigle et ça permet de réduire ces impacts négatifs-là du seigle sur le maïs. Et d'autres études mentionnent que dans un cas où le maïs est semé dans le seigle, ça va réussir mieux si on a un sol où l'activité biologique est élevée, c'est-à-dire un sol qui est déjà en santé, déjà une activité biologique importante et variée. Donc, ça veut dire que les pythiums et les fusariums ne seront pas les espèces dominantes dans tout ça. Il va y avoir une variété d'organismes et à ce moment-là, bien, les pythiums et les fusariums vont avoir moins d'impact ou vont être moins présents et moins se développer, moins affecter le maïs. Ici, il y a eu une étude super intéressante qui a été réalisée en Iowa de 2008 à 2018. Ce n'était pas un projet de recherche, mais c'était des grandes bandes que les producteurs ont semées chez eux avec du seigle à 65 kg à l'hectare. Et il y avait des bandes sans seigle, des bandes témoins. Ils ont semé l'année suivante du maïs sur un total de 39 années-7. C'est-à-dire qu'au total, sur les 10 ans, il y avait 39 données, 39 résultats de maïs semés sur du seigle. Et ils ont semé du soya aussi à d'autres sites pour un total de 29 sites années, donc 29 données là, de rendement en soya sur du seigle. La biomasse du seigle au printemps suivant l'implantation, ça allait jusqu'à 2700 kg à l'hectare pour les champs qui étaient semés avec du maïs, donc 2700 kg à l'hectare de seigle avant le maïs.
Et quand ils ont semé du soya, ça peut aller jusqu'à 7295, donc un peu plus que 7 tonnes de seigle avant le semis du soya, parce qu'évidemment, ils ont laissé le seigle pousser plus longtemps avant d'y semer le soya. Dans ces essais-là, le seigle a été détruit 7 à 10 jours avant le semis du maïs ou le semis du soya, les 2 premières années. Donc, 2009-2010, ils ont attendu 7 à 10 jours et ils ont semé le maïs ou le soya dans le seigle. Mais pour les autres années, 2011 à 2018, ils ont augmenté ce délai-là. Ils ont plutôt semé le maïs ou le soya 10 à 14 jours après la destruction du seigle. Donc, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Vous avez ici, en termes de rendement maïs, ils ont séparé 2009-2010, où le seigle avait été détruit plus tôt, 7 à 10 jours avant le semis du maïs. Et à droite, vous avez les rendements maïs les autres années, 2011 à 2018, où là, ils ont attendu plus avant de détruire, ils ont attendu plus avant de semer le maïs après la destruction du seigle. Donc, ce qu'on voit, 2009-2010, les 2 premières années, seigle détruit 7 à 10 jours avant le semis du maïs. 3 sur 10, 3 années cibles, donc 3 années ou 3 données où le rendement du maïs a été diminué par le seigle et 7 sur 10 où il n'y avait pas eu de changement en vert. Quand ils ont retardé le semis de maïs par rapport à la destruction du seigle, donc 2011 à 2018, là, il y avait 2 sites sur 29 où il y a eu une diminution de rendement, 3 sur 29 où il y a même eu une augmentation de rendement et 24 sur 29 où il n'y a pas eu de changement. Ce n'est pas des données, ce n'est pas des parcelles avec des répétitions, mais c'était quand même très parlant de ce que les agriculteurs ont fait au champ. Donc, il y a eu un bénéfice là, à faire en sorte qu'on sème le maïs plus tard par rapport à la destruction du seigle. Dans le cas du soya, 2009-2010, même raisonnement tantôt que sur le maïs, c'est-à-dire le seigle détruit 7 à 10 jours avant le semis de soya. Il y a eu une augmentation de rendement 2 années sur 6, rendement semblable 4 sur 6, tandis que 2011 à 2018, quand ils ont retardé le moment de semis du... oh, là, il y a une erreur, là, c'est marqué rendement du maïs, mais ça, on est rendement du soya. Pardon. Donc, il y a eu, quand le soya a été semé 10 à 14 jours après la destruction du seigle, là, ils ont eu 6 années sur 23 où il y a eu une augmentation de rendement, mais il y en a eu 2 sur 23 où il y a eu une diminution de rendement. Et dans le rapport, il attribue ça au fait que là, la biomasse de seigle était rendue vraiment très imposante, très impressionnante, et que les producteurs ont eu de la misère à semer dans ce pays-là de seigle. C'est comme ça qu'il expliquait cette diminution de rendement-là, rendu là. Pas un effet du seigle en termes de maladie, mais vraiment plus un effet mécanique. Et 15 sur 23 où il n'y a pas eu de changement de rendement. On a fait un projet au Québec, principalement 2019, automne 2019, automne 2020, où on voulait un peu vérifier ça. L'idée, c'était de faire des essais de semis de culture de couverture à la dérobée tardive, donc soit près du soya ou soit près du maïs sans silage, en Montérégie, de trouver qu'est-ce qu'on pouvait mettre après une culture de maïs sans silage ou donc une culture de soya, quand on était rendu tard. On a essayé plein de choses, mais évidemment, il a fallu quand même se tourner vers le seigle parce que ça reste la culture qui peut se semer le plus tard. Fait encore là, un peu comme les résultats de la diapositive d'avant, c'était des grandes bandes où on avait toujours 3 bandes de chacun des essais qu'on faisait et on avait 3 bandes témoins, vous les voyez entre autres à gauche complètement, où il n'y avait pas de culture de couverture. Ça, c'est une photo qui a été prise, que j'ai prise le 13 avril 2021, donc ce printemps, suite à un semis au semoir de seigle après du maïs en silage à l'automne 2020. À droite, complètement, la petite photo à droite, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'était du seigle qu'on a mêlé avec de la veste velue. On se disait que peut-être que si notre mélange à base de seigle est un peu plus varié, qu'on prenait une légumineuse, bien, peut-être que ça pourrait être une façon aussi de réduire les impacts négatifs du seigle sur notre maïs. Fait qu'on peut deviner, là, il y a de la veste ici, là, il y a quand même la veste. Probablement parce qu'elle a été semée un bon moment, probablement parce qu'elle est mélangée avec du seigle, mais notre veste velue a bien passé l'hiver, fait qu'elle était là au printemps dernier. Donc, je vais vous présenter quelques résultats de ces essais-là. On n'a pas tout, mais quelques rendements maïs. C'était vraiment l'objectif, c'était de semer du maïs l'année suivante. Donc, parmi les résultats que je vous présente là, les cultures de couverture qu'on a semées, c'était entre autres du seigle à 100 kg à l'hectare. On a essayé aussi du seigle à un taux plus faible, 60 kg à l'hectare, puis avec lequel on a fait un mélange de légumineuses. On a fait
dont la photo que je vous ai présentée avant, du seigle à 70 kg à l'hectare avec la veste velue. On a aussi comparé ça avec l'avoine à 100 kg à l'hectare et on avait des bandes témoins sans culture de couverture. En 2020, le rendement maïs au site que je vous présente là, en 2020, on voit que dans ce cas-là, on comparait le seigle à 100 kg à l'hectare, le seigle à 60 avec un mélange de légumineuses, les autres n'ont pas été semés là, et un témoin sans culture de couverture. On voit que notre rendement maïs a été diminué de 11 % sur un retour de seigle à 100 kg à l'hectare. Le petit A, à côté de 2020, vous amène en bas du tableau, où on voit que dans ce cas-là, le semis direct de maïs a été fait 5 jours avant la destruction chimique du seigle. Donc, on n'est vraiment pas d'un bon timing par rapport à tout ce que je vous disais avant. Même avec le mélange de légumineuses, il semble qu'on a une diminution du rendement maïs dans ce cas-là. Les deux sites 2021 que je vous présente là, B et C, dans ce cas-là, on avait du seigle à 100 kg à l'hectare, on avait du seigle avec de la veste, comme ma petite photo d'avant, on avait de l'avoine et on avait évidemment des bandes témoins sans culture de couverture. Dans ces cas-là, on voit que le seigle a, en tout cas, on parle de moins 3 % de rendement, c'est peut-être pas significatif, là, mais bon, dans le cas du premier champ, et on parle même de plus 1 % de rendement dans le deuxième cas. Fait que ça ne semble vraiment pas avoir eu le même impact qu'à la première ferme. Et dans ce cas-là, quand vous regardez B et C en bas du tableau, au site B, le semis du maïs a été fait 10 jours après la destruction mécanique du seigle. Dans ce cas-là, comme on avait des bandes de seigle où il y avait de la veste, probablement qu'elle ne serait pas tombée au glyphosate, c'est le problème. Fait que le producteur a plutôt choisi de faire une destruction mécanique du seigle avec un léger travail secondaire de sol au printemps. Et le deuxième producteur, le site C, même chose, le maïs a été semé 10 jours après la destruction mécanique du seigle pour les mêmes raisons, entre autres parce qu'on avait de la veste mélangée à notre seigle. Mais dans ce cas-là, le champ C, c'est un champ qui est sur une régie semi-directe depuis plusieurs années. Est-ce que, en tout cas, ça va dans le même sens que ce que je vous disais plus tôt, qu'un sol actif biologiquement, et c'est vraiment le cas, c'est un très beau sol, on réduit les impacts du seigle. Là, dans ce cas-là, seigle seul, on est avec plus 1 %. Ce n'est pas des grosses différences. On n'est pas avec le 11 % de notre site A. Et le même producteur que le site A, je mène des photos de cette année, où j'ai malheureusement pas les résultats de rendement de cette année pour différentes raisons, mais vous avez des photos ici durant la saison 2011. Le producteur, donc en 2020, a ressemé du seigle. Et d'ailleurs, merci Carl Bérubé pour la photo. La régie de ce seigle-là, c'est que le 14 mai 2021, il a fauché son seigle d'automne. Lui, il voulait l'ensiler. Il a fauché le 14 mai, ensilé le 16, appliqué du glyphosate le 17. Le 18 mai, une application de lisier. Et le 20 mai, il a semé le maïs dans ces parcelles-là. Donc, il y avait encore cette année des parcelles avec seigle et sans seigle. À votre gauche, c'est du maïs, là, le 5 juillet, qui était dans les parcelles, dans les bandes avec seigle. Et à droite, c'est le maïs qui était dans les bandes sans seigle. On voit carrément la différence de hauteur et il y avait au moins une feuille de différence dans ce maïs-là. Donc, ça veut dire que le maïs dans le seigle, comme vous voyez en bas complètement, là, a été semé le 20 mai. Donc, a été semé 6 jours après la fauche du seigle. Donc, est-ce que c'est encore là le reflet qu'il aurait fallu attendre 10 à 14 jours? C'est sûr que dans ce cas-là, on peut se dire que le producteur il a quand même eu un ensilage de seigle. Donc, ça peut peut-être compenser pour l'impact sur le maïs. Mais s'il avait attendu quelques jours de plus, peut-être qu'il aurait réduit ou pas eu cet impact-là. Carl m'a envoyé aussi une petite vidéo du survol des parcelles au moment de la sortie des croix et c'était flagrant. Les bandes de maïs sur le seigle, les croix n'étaient pas sorties, mais toutes les croix étaient sorties sur le maïs où il n'y avait pas de seigle. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau de la régie du semis du maïs par rapport à la destruction du seigle. Donc, ça, c'était des résultats du Québec. Maintenant, quelques exemples d'implantation du seigle dans les différents essais qu'on a fait au Québec là, ces dernières années. Si on veut, on va regarder premièrement, si on se dit qu'on va implanter le seigle l'année du maïs, donc dans l'objectif idéalement de semer du soya l'année suivante, les différentes possibilités, ça serait de le semer en intercalaire dans le maïs à différents moments, de le semer juste en pré-récolte du maïs ou en post-récolte du maïs. C'est ce qu'on va faire le tour de ces quelques options-là là, dans les prochaines photos. Puis là, je vous parle en intercalaire dans le maïs, V3, V4, V9, V10, juste pour que tout le monde s'entende là-dessus.
Quand on parle de maïs au stade V5, c'est parce qu'il y a 5 collets visibles. Ce n'est pas 5 feuilles, il y a même 7 feuilles, ce maïs-là, facilement. Donc, 5 collets visibles, c'est un maïs au stade V5. Donc, dans nos essais, on a semé du seigle V3, V4, entre autres, à la volée. Je vais vous parler donc de ce qui a été fait dans le cadre d'un projet qui s'appelait Promotion de l'implantation du seigle en intercalaire dans les maïs grains et impact sur le rendement du soya dans un système maïs-soya. C'est un projet qui a été financé par le programme PAR du MAPAC 2018-2021. C'est le Club Agriconseil Masca avec Geneviève Gillard et Florence Pomerleau-Lacasse qui s'occupaient de ce projet-là avec la collaboration de différents clubs, dont le Club Bassin-Laguerre. Je vais vous présenter certains des résultats. Donc, juste pour vous illustrer différentes possibilités, ça c'est dans le cadre d'un semis de régras, là, mais on a fait des parcelles, on a fait des essais donc, de seigle semé dans le maïs à V3, V4, donc c'était quand même assez petit, 3 ou 4 collets visibles. Ce que ça pouvait avoir l'air en fin de saison, un seigle semé V3, V4 à la volée à 100 kg à l'hectare, ben on a des petites touffes de seigle en fin de saison. C'est peut-être pas très convaincant en termes d'implantation. On a aussi semé dans des sillons à V3, V4. Ça pourrait se faire, exemple, comme ça. Et là, on voit que, justement, semer dans des sillons avec un semoir à céréales, là, on voit bien nos petits rangs de seigle. On avait juste mis 60 kg à l'hectare, fait que ça s'implante bien. En fin de saison, on a eu des sites où ça avait l'air de tout ça. Fait qu'on voit qu'il y a quand même du seigle en fin de saison qui était là. Mais malheureusement, on n'en retrouvait pas beaucoup au printemps suivant. Ça nous a amené quelques pistes de réflexion. Ces premiers essais-là de semis de seigle en intercalaire dans le maïs en début de saison, c'est qu'en début de saison, l'implantation peut être correcte si le seigle est semé, comme on a vu, semé vraiment dans des sillons. Mais la survie à l'hiver, dans tous ces essais-là, était très variable. Des fois, on a eu une survie à l'hiver correcte, mais des fois, pas du tout, ou des fois, c'était vraiment de façon très, très variable, très hétérogène dans le champ. En tout cas, moi, ce que je ressors de là, c'est que probablement que le semis en début de saison du seigle, que ce soit à la volée ou au semoir, ce n'est pas adapté au seigle. C'est une graminée annuelle d'hiver. Son cycle n'est probablement pas respecté si on le sème tôt en début de saison. Dans certaines conditions, ça survit. Pourquoi, je ne peux pas vous dire, mais c'était très rare, c'est très aléatoire. Donc, moi, ce n'est pas une technique que je considère qui réussit. Puis là, ben, on s'est posé la question d'abord, si on le semait plus tard, à partir de la sortie des croix du maïs, ça semble donner de meilleurs résultats selon ce qu'on regarde ailleurs, en tout cas aux États-Unis, même en Ontario. Il semble avoir des meilleurs résultats comme ça. Probablement que ça respecte plus justement le développement du seigle. Donc, ça, c'est pas ici, c'est chez Dave Brown en Ohio, où je suis allée il y a quelques années. Lui, il est équipé d'une automotrice pour semer ses intercalaires dans le maïs à la sortie des croix. Ça pourrait être adapté pour du seigle. Ça, c'est un producteur en Ontario qui, lui, a équipé sa batteuse avec une trémie, des tuyaux qui s'en vont en dessous du nez de la batteuse pour semer son seigle juste avant, en fait, qu'il batte le maïs. C'est une autre option. Fait que nous, dans ce projet-là dont je vous parlais tout à l'heure, on a décidé de simuler ça. On n'avait pas d'équipement, mais on l'a fait à la main avec des répétitions, des petites parcelles. Et voilà ce que ça a donné. Donc, on a fait ces essais-là automne 2020, parce que quand on s'est rendu compte qu'en intercalaire, début de saison, c'était so-so. Donc, ici, des parcelles semées à la sortie des croix du maïs à 200 kg à l'hectare. On n'a pas lésiné sur le taux de semis. On avait 1 an pour l'essayer. Fait que je vais vous présenter faire le tour de quelques sites. À gauche, vous allez toujours avoir la photo à l'automne, en fin de saison, vraiment très tard à l'automne, dans cette régie-là, et à droite, ce que ça avait l'air au printemps. Fait que donc, semis à la sortie des croix, à la volée. Ce qu'on remarque, c'est que, bon, c'était un établissement intéressant à l'automne, puis au printemps 2021, c'est quand même impressionnant de voir comment le seigle était en bande dans les entre-rangs de maïs, mais il n'y avait rien sur le rang, même si la semence, on l'a mis partout. Probablement que le fait que le maïs a été là quand même encore un petit bout de temps parce que ça a été fait à la sortie des croix, mais ça a comme empêché le seigle de germer puis de se développer trop près du rang de maïs. Ça nous a fait un beau seigle au printemps suivant, mais qui était quand même localisé dans les anciens entre-rangs de maïs. Si on retardait un peu notre semis à la volée, même principe, photo de gauche à l'automne, photo de droite au printemps, on l'a semé au début de dessèchement, à 200 kg à l'hectare. Donc, quand les feuilles du maïs commencent à baisser un peu, on s'est dit le seigle va avoir plus de lumière. Qu'est-ce que ça va donner?
Même constat. Le seigle un peu moins développé, même au printemps, je vous dirais, mais même constat en ce sens que le seigle est localisé dans l'ancien entre-rang de maïs, pas sur le rang, mais que ça fait quand même une belle implantation. Le seigle a bien réussi, puis bien survécu à l'hiver surtout. Ici, juste en pré-récolte du maïs, la veille, les 2 sites que nous, on a fait, là, on a semé la veille de la récolte du champ par le producteur. Fait que c'est clair qu'il est un petit peu moins développé à l'automne, il a été semé plus tard. Par contre, au printemps 2021, on voit que c'est beaucoup plus uniforme comme implantation. Notre seigle est plus localisé en bande. Ça, je trouve ça intéressant, malgré le fait que le seigle est un peu moins développé là, que dans mes 2 autres dates de semis précédentes. Dans ces essais-là, les 2 producteurs que j'ai suivis dans le club avaient aussi fait des semis de seigle là, sur grande échelle, où dans ce cas-là, le seigle a été semé en post-récolte du maïs et suivi du passage d'un rouleau brillon à 150 kg à l'hectare. L'idée du rouleau brillon, le producteur se disait, ben, je vais au moins brasser un peu tout ça, faire en sorte que les semences de seigle ne restent pas sur les feuilles, sur les cotons de maïs. Avec le rouleau, ça va tout soulever et faire en sorte que probablement qu'une partie des semences de seigle qui vont au moins plus atteindre le sol. Fait qu'on voit ce que ça a donné. Ça, c'est juste des photos à l'automne. On n'est pas au printemps, là. Je vous ai mis une photo à l'automne à gauche vue de près et à droite vue d'un peu plus loin. Et au printemps, à ce printemps-ci, 2021, après le passage des tasses résidues, le producteur a semer son soya en semi-direct et c'est après le passage des tasses résidues là, ce que ça donnait. C'est pour ça que vous voyez comme principalement dans la photo de gauche, là, on devine un peu le futur rang de soya. Là. Donc, ce que ça donnait en termes de couverture. Fait que c'est quand même intéressant. Le seigle avait bien poussé. C'est une technique qui surprenamment fonctionne bien. Un autre producteur ici, dans ces essais-là, qui lui aussi en a fait une grande superficie, toujours en post-récolte du maïs, mais lui, c'est avec la déchaumeuse vraiment de façon superficielle qui a passé pour mélanger les semences de seigle un peu plus en dessous des résidus, taux de semis du seigle, 175 kg à l'hectare. Fait que photo de près à gauche et photo plus vue d'ensemble à droite de ce que ça avait l'air. Et au printemps, ça avait l'air de ça. Fait que c'est clair que c'est moins avancé que dans mes petites parcelles tantôt que je vous ai montrées, parce qu'on avait des petites parcelles ces producteurs-là, mais ça reste un couvert super uniforme. Puis ben, c'est peut-être assez aussi comme couverture au printemps si on veut avoir moins d'impact, moins de risque peut-être d'assèchement du sol. J'ai d'autres producteurs, pas dans le cadre de cet essai-là, mais qui, eux autres, ça fait quelques années, qui sèment le seigle en semi-direct. Dans ce cas-là, ça a été à la mi-octobre, sur un retour de maïs-grain. Ça, c'était fait il y a 2 ou 3 ans, cette photo-là. Quand vous voyez ce champ-là, on se dit, bien, il n'y a rien là-dedans, c'est juste des résidus de maïs. Mais vu de près, voyez-vous, il y a du petit seigle de temps en temps là, qui passe au travers des résidus de maïs. Donc, à la mi-novembre, il s'est pointé le bout du nez. Il y avait l'air de ça quand on le déterrait, on allait voir en dessous. Donc, il y avait des petites plantules de seigle qui étaient là. Et au printemps suivant, c'est un producteur qui m'a envoyé cette photo-là. Lui, il n'y avait rien de germé à l'automne passé. Et ce que ça avait l'air ce printemps, bien, ça avait l'air de ça. Je pense que quand on sème du seigle comme ça en semi-direct, excusez-moi, quand on sème du seigle comme ça en semi-direct dans un champ avec plein de résidus de maïs, probablement que ça a un effet bénéfique là, au niveau de la protection du seigle. C'est quand même vraiment impressionnant de voir ce petit seigle-là repartir au printemps alors que nous, on ne l'avait même pas vu. Là. Il était à peine germé l'automne passé. Puis ça a fait un beau petit tapis de seigle pour le semis de soya. Donc, on arrive au semis du soya. Si on a implanté notre seigle dans le maïs, idéalement, c'est parce qu'on va semer du soya l'année suivante. Maintenant, comment gérer ça? On a différentes options pour semer le soya. On peut soit le faire avant ou après la destruction chimique du seigle, avant ou après la destruction mécanique du seigle, ou après l'ensilage du seigle. Ça, j'en parlerai pas parce que c'est beaucoup l'objet de la conférence suivante. Donc, on va regarder un peu plus les 2 premiers points. On va commencer par la destruction mécanique du seigle parce que je vous dirais que la destruction mécanique du seigle peut être très difficile selon le développement du seigle. Évidemment, plus le seigle est avancé, plus son système racinaire est développé, fait que plus ça peut prendre des passages pour le détruire. Ça peut prendre plusieurs passages, puis plusieurs passages au printemps, c'est pas toujours intéressant parce qu'on peut assécher trop le sol. Donc,
Ce n'est pas l'option idéale, je vous dirais. Je pense que l'option idéale, c'est de privilégier un semi-direct avec une destruction chimique. La destruction chimique du seigle, là, le glyphosate est très efficace. Je vous dirais que c'est même plus facile de détruire du seigle avec du glyphosate que du régras. Selon les différentes études, la recommandation est de 0,67 litres à l'heure de glyphosate pour un seigle de 6 à 12 pouces ou 1,3 litres à l'heure pour du seigle de 12 à 18 pouces. Mais ça reste très efficace comme régie. Le point qui est super important au niveau de la destruction chimique du seigle quand on va aller semer du soya, c'est le timing. Le timing de destruction en fonction de l'humidité du sol, des précipitations prévues, puis du type de sol. Des printemps secs, ce seigle-là, c'est sûr que quand il repart au printemps, il va en pomper beaucoup de l'eau. Vous avez vu qu'il repart à 1 degré Celsius, fait qu'il va recommencer à pousser de bonne heure, lui. Donc, ça peut être avantageux qu'il pompe de l'eau des printemps humides ou dans des sols argileux, qu'on veut faire un semis direct. Ça peut être un super atout d'avoir du seigle pour améliorer nos conditions de semis. Par contre, à l'inverse, dans un sol plus léger ou dans un printemps très sec, bien là, ça peut être un désavantage. Le seigle pourrait trop assécher notre lit de semence. Donc, le timing de destruction du seigle, je pense que le premier point à tenir en compte, c'est l'humidité du sol, les précipitations prévues. Ça vous prend presque une boule de cristal. Non, j'exagère, mais il faut vraiment suivre ça de près pour s'assurer de le détruire au bon moment en tenant compte de ces conditions-là. Et évidemment, il faut aussi tenir compte des capacités du semoir à semer dans les résidus de seigle. Si le seigle est trop développé et que le semoir a de la misère à trancher, puis ben là, ça demeure un désavantage aussi. Donc, il y a un compromis à faire entre nous. On veut que le seigle se développe, qu'il y ait plus de racines, plus de biomasse, mais en même temps, il faut aussi s'assurer que nos conditions de semis pour la culture d'après, le soya, soient bonnes. Ici, c'est un des producteurs qui a semé son soya avant la dissection chimique du seigle. Ça, c'est il y a 2 ou 3 ans. Je ne sais pas si vous pouvez voir sur la photo, mais on est dans du sable. C'est vraiment un sol très, très sableux. Il y a une sablière à côté. L'objectif de ce producteur-là avec le seigle, c'est d'améliorer sa capacité de rétention en eau de son sol. Parce qu'au mois de juillet, quand il y a une canicule, le soya, il cuit dans ces champs-là. Fait qu'il n'a pas semé son seigle très fort. On parle de 60 kg à l'hectare maximum. Là, on voit de quoi ça a l'air, un 50 livres à l'heure. Mais quand on tire sur le seigle, là, on voit très bien que si on est dans le sable, il y a quand même une bonne biomasse racinaire. Donc, l'idée de tout ça, c'est que cette biomasse racinaire-là va faire une genre d'éponge pour aider à garder l'eau plus tard durant la saison, puis aider son soya. Lui, surveiller évidemment les conditions météo. Tant qu'il annonçait de la pluie, il laissait aller le seigle parce qu'il voulait qu'il développe des racines, mais à un moment donné, dès qu'il y a eu quelques jours plus de temps sec d'annoncer, il a détruit son seigle et il n'y a pas eu d'impact négatif, puis le soya n'a pas cuit cette année-là. C'est quelque chose qui répète beaucoup, là. Dans ce cas-là ici, c'est un producteur qui sème du soya IP après la destruction chimique du seigle. Donc là, c'est sûr que dans le cas d'un soya IP, ça nous enlève un peu de latitude. On ne pourra pas laisser pousser le seigle tant que ça non plus, parce qu'évidemment, le Roundup est exclu. Fait qu'on est dans du soya IP. On voit que ça a quand même fait une biomasse intéressante de seigle, mais ça m'amène à vous dire qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on ne pourrait pas détruire le seigle avec autre chose que du glyphosate dans ces cas-là, quand on est avec du soya IP, si on voulait le laisser pousser plus longtemps? Fait qu'on a essayé, nous, on a un petit pulvérisateur à parcelles dans le club. Fait qu'on s'est posé la question si du Assure ou du Élégant, qui est utilisé contre le maïs spontané dans le soya, par exemple, ne pourrait pas détruire notre seigle. Fait qu'on a fait plusieurs carrés, petites parcelles, où à votre droite, vous avez la photo du seigle 9 jours après le traitement, après l'application de glyphosate. Et à gauche, 9 jours après l'application de Quizalofoc, c'était du Élégant. Fait que dans les deux, on voit très bien qu'à gauche, mon seigle est encore un peu vert. Je suis retournée 14 jours après le traitement et là, le seigle était tout mort avec le Élégant. Par contre, donc, ça a pris plus de temps. Mais ça reste aussi efficace en termes de destruction du seigle, mais ça a été plus long. Le seigle a pris plus de temps à mourir avec le Élégant. Donc, il a aussi pris plus de temps à se coucher au sol. Fait que si l'effet du paillis est important, c'était peut-être moins un bon choix parce que le sol est un peu plus à découvert plus longtemps avec ce traitement-là qui a pris plus de temps à agir. Mais en même temps, ça laisse une porte de sortie. Quelqu'un qui est dans du soya IP, ça peut fonctionner. 1 an en tout cas.
On va juste regarder en quelques diapositives. On a parlé d'implantation de seigle l'année du maïs. Maintenant, l'année du soya, on pourrait penser implanter du seigle en pré-récolte ou en post-récolte du soya. Là, il y a des chances qu'on s'en aille en maïs l'année suivante. Si on sème le seigle en pré-récolte du soya, ben, c'est le même principe que pour ceux qui sèment du blé comme ça, à la volée, à la défoliation, avec un épandeur de précision. Vous avez ici un champ après la récolte du soya, mais ça avait été semé dans ce cas-là, le seigle, à 20 de défoliation, 150 à 180 kg à l'hectare. C'est un gros taux de semis, là. Mais ça faisait une très belle couverture de seigle. Vous voyez ce que ça donne quand on tire sur un petit plant. C'est toujours drôlement impressionnant, les racines. Fait que c'est sûr qu'à la limite, là, de détruire le seigle un peu tôt au printemps, sortez votre pelle, allez voir le système racinaire. Il y a déjà quelque chose d'intéressant d'établi. Fait qu'il faut peut-être moins risquer, puis le détruire peut-être plus tôt, mais en se disant qu'on a quand même déjà des bonnes racines. Le risque dans ce cas-là, c'est comme avec du blé, là, on ne s'étendra pas là-dessus, mais c'est que ça se développe un peu trop et que ça puisse être un peu plus problématique au battage, mais ça reste quelque chose à surveiller. Et l'autre aspect que je trouve important à considérer, c'est un champ qui est en semi-direct et qui a beaucoup de vers de terre. Vous voyez ici à votre gauche, c'est un essai de semis de seigle comme ça, la défoliation. On voit un petit peu de seigle, pas tant que ça, parce que quand on se rapproche, comme ma photo de droite, là, le seigle est localisé dans les cabanes de vers de terre. Soit que les cabanes de vers de terre, les semences de seigle étaient d'un meilleur milieu pour qu'elles se développent et pour qu'elles germent, plus d'humidité, des fissures, etc. Et il y a probablement le fait aussi que les vers de terre sont allés chercher les semences de seigle et les ont rapportées dans leur cabane. Fait que je suis un peu mitigée par rapport à cette pratique-là dans des champs semi-directs comme ça. C'est sûr que ce qu'on veut, c'est une culture de couverture, mais ça reste que ça ne refait rien d'uniforme là, quand on a une population importante de vers de terre. On l'a constaté, nous autres, il y a plusieurs années avec du blé d'automne aussi. Même constat, le blé s'établit dans une cabane de vers de terre. Donc, autre option, j'en ai parlé tout à l'heure, ce n'est pas une photo d'ici, mais je vous ai juste dit que la recherche a démontré que si on sème le seigle en bande et qu'il n'y a pas de seigle sur le futur rang de maïs l'année suivante, c'est une façon de réduire les impacts négatifs du seigle sur le rendement maïs. Donc, comme dans ce cas-là ici, on éloigne le seigle du maïs. Le maïs est semé où il n'y a pas de seigle et dans les entre-rangs, ben là, on va avoir le seigle. C'est une autre option, par exemple, sur un retour de soya. En conclusion, je ne reviendrai pas sur tout ça, mais évidemment, je pense que vous avez vu qu'il y a plusieurs bénéfices du seigle, beaucoup dû à ses racines. C'est vraiment le champion en termes de biomasse racinaire. Et il y a plusieurs possibilités de semis, beaucoup dû au fait que c'est une plante très résistante au froid. Puis si on veut, si c'est pour une culture de couverture, on peut être moins exigeant aussi en termes de développement. Fait que ça nous laisse plusieurs possibilités pour aller semer notre seigle. Il faut être imaginatif. Moi, le rouleau, au début, je n'y croyais pas, mais ça semble marcher. Mais dans tout ça, je vous dirais, privilégier le semis de soya après le seigle plutôt que le maïs à cause de l'effet du Green Bridge. Et le timing de destruction du seigle, même si c'est pour du soya, est super important, entre autres, et fonction des précipitations. Si vous semez du maïs dans le seigle, bien là, semez le maïs 10 à 14 jours après la destruction du seigle. Et dans tous ces cas-là, je vous dirais, faites des essais et des comparaisons avec des bandes témoins parce que le maïs dans du seigle, vous l'avez vu, il va pousser. Ce n'est pas qu'il n'y en aura pas de maïs, mais on parle de 10-15 de diminution de rendement. Donc, pour ça, pour vraiment être capable de le mesurer, de le quantifier, mais ça va vous prendre des bandes témoins pour être capable de voir vraiment l'impact de la pratique que vous avez mis en place sur le rendement de votre maïs, par exemple, ou même de votre soya. Fait que je remercie en fait le MAPAC parce que beaucoup des résultats que je vous ai présentés là ont été réalisés dans le cadre du programme Prime Vert et Stéphanie Mathieu, Yvan Fauché nous ont accompagnés dans tous ces projets-là. Des clubs qui ont participé à tous ces essais-là, donc avec les conseillers Carl Bérubé, Geneviève Giard, Florence Pomerleau-Lacasse, Andréane Lassalle, Ricardo Manzano, j'espère que je n'en oublie pas. Puis évidemment, tous les producteurs agricoles qui des fois vont m'arriver avec des idées que je me dis, ben voyons donc, mais finalement on l'essaie, puis c'est super intéressant. Patrick Belfroy, Normand Breton, Jérôme Quesnel, Louis-Éric Trépanier, Simon Trépanier, Thomas Vinette, Peter Winmer, puis j'en oublie peut-être. Et je vous invite, si les cultures de couverture vous intéressent, à aller faire un tour sur le groupe privé Facebook Culture de couverture. Vous tapez Culture de couverture Québec sur Facebook, il y a plus de 3000 membres et il y a plein d'informations et surtout des échanges entre des producteurs qui se font là-dessus. Je vous remercie. Je ne sais pas si on a le temps sûrement pour des questions, si vous avez des questions. Il y en a plein de questions, Sylvie. Merci beaucoup pour ta présentation. Moi, je ne voyais rien, là!
non, c'est ça. C'est correct, Jamais t'étais ailleurs. concentrée. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de questions. Donc, je vais inviter Julie, notre co-animatrice de ce matin. Dans le fond, Julie va te poser les questions, Sylvie, puis tu pourras répondre. Puis si des fois les gens veulent continuer à discuter dans la bulle de chat, là, on va faire le suivi en même temps. Donc, Julie, je te laisse aller pour les questions. Merci. Oui. Bien, bonjour tout le monde. Donc, la première question, c'est une question, en fait, il y a deux personnes qui ont posé une question similaire, là, Caroline Bouffard et Joël Desjardins. Concernant l'effet, puis il y a plusieurs questions, fait que je vais te laisser répondre, puis je poursuivrai. Concernant l'effet allélopathique, est-ce les racines ou la partie aérienne? Ça, tu as répondu. Je pense que tu as mentionné le pont vert, le Green Bridge. Bien, le Green Bridge, ce n'est pas l'effet allélopathique. C'est carrément deux choses différentes. Le Green Bridge, c'est des champignons, des pythium, des fusariums. L'effet allélopathique, c'est des substances allélopathiques qui pourraient venir autant de la partie racinaire que de la partie aérienne. Mais encore là, les dernières études semblent démontrer que dans le cas du maïs, l'effet allélopathique n'est pas si important qu'on le pensait. Il est plus avec les petites semences. Il sera même aussi avec la luzerne. Je n'en ai pas parlé, là, mais... OK. Mais la question, c'était à ce sujet-là. La suite de la question, c'est est-ce que cela signifie que le seigle n'est pas l'idéal comme plante abri pour l'implantation d'une prairie? Va-t-il nuire à la germination des plantes fourragères? La question parlait plus de la fléole et de la fétuque, mais ça pourrait être aussi une luzerne qui pourrait être implantée là, suite. J'ai un peu fouillé là-dessus, mais on n'a pas osé faire d'essais. J'ai trouvé, entre autres, une étude aux États-Unis qui, eux autres, c'est différentes variétés de luzerne qui semaient sur un râteau de seigle. Puis c'est fou les différences d'implantation selon la variété. Pourquoi? Je ne pourrais pas dire. Des variétés qui s'implantaient à peu près à 10%, d'autres vraiment mieux. Je sais qu'en Beauce, ils ont fait des essais, mais je n'ai pas fouillé ce sujet-là. Puis je vous dirais que je suis un peu frileuse là-dessus, là, parce que si on dit que l'effet allélopathique est plus important avec les petites semences, bien, dans le cas des prairies, on est en plein là-dedans. Là. Fait que, il y a encore du travail à faire là-dessus. Là. Peut-être qu'il y a d'autres études, là, mais je n'ai pas poussé là-dessus. Là, mais moi, je reste encore frileuse à implanter une prairie sur du seigle comme ça. Même si la partie aérienne n'est pas là. L'étude que je vous parlais sur la luzerne, il n'y avait pas de partie aérienne. Le seigle avait été ensilé, puis il avait semé de la luzerne, puis il y avait des très mauvaises implantations selon la variété de luzerne. OK. Merci. Est-ce qu'il y avait une autre question qui a été répondue? C'était Rabat, mais ça disait comment contrer l'effet allélopathique des cultures à semer sur les cultures à semer l'année suivante. Tu as répondu. Je vais demander à Rabat s'il veut préciser, s'il y a encore une question en suspens, s'il veut la préciser peut-être dans le chat. C'est vraiment le délai. C'est vraiment d'augmenter le délai. Puis encore là, ce n'est pas tant pour l'effet allélopathique que c'est pour les pythium, les fusariums, le Green Bridge. Là. OK. Donc, une question de William Van Tessel. Est-ce que les traitements de semences fongicides peuvent contrer l'effet des maladies racinaires dans l'effet du pont vert, là, dans le maïs? J'ai trouvé un article qui en parlait et qui recommandait, il disait que oui, ça peut être une façon de réduire cet impact-là, mais il disait que, il n'en disait pas plus que ça, mais il disait juste que c'est pas bulletproof, là, ça ne garantit pas nécessairement qu'on n'aura pas de ces effets-là. Donc, il concluait que ça restait le 10 à 14 jours qui était... mais il en parlait des traitements de semences fongicides, puis il disait que oui, c'est un atout, mais que ça ne réglera pas nécessairement complètement les impacts négatifs possibles. C'est sûr qu'il y a des années où ça ne se manifestera pas non plus, là, ces champignons-là, dépendamment des printemps, là, dépendamment des conditions. C'est pour ça que j'ai bien dit, le rendement maïs peut être réduit par le seigle. Ce n'est pas nécessairement à tout coup, mais je pense que pour mettre toutes les chances de notre côté, là, soit qu'on y va en soya ou soit qu'on y va en maïs, bien, on augmente notre délai de la destruction du seigle puis semis du maïs. Parfait, merci. Une autre question de la part d'Amélie Grondin qui me demande qu'en est-il pour un semis de maïs dont le seigle est détruit en pré-levé, voire en post-levé du maïs, seigle détruit après le semis du maïs? Bien, il y a un des essais que je vous présentais au Québec, là, la réduction d'endement de 11 je pense que c'était ça. Le seigle avait été détruit, si je ne me trompe pas, 3 ou 4 jours après
le semis du maïs, puis on a des bonnes destructions de rendement aussi, là, parce que dans le fond, notre Green Brand, il va être là. L'idée d'augmenter le délai de semer notre maïs 10 à 14 jours après le seigle, c'est de faire en sorte que quand le seigle les racines vont mourir, que les champignons, ben, à un moment donné, ils n'auront plus rien pour survivre. Donc, ils ne se jetteront pas sur le maïs. On attend, ça va réduire les populations. Puis quand on sème le maïs, ben, il y a les populations sont moins prêtes à recoloniser. Fait que si on sème le maïs et qu'on détruit le seigle après, ben, on ne règle pas ce problème-là. Là. Merci. Une autre question de la part de Vicky Villiard. Est-ce que les 10 jours après la destruction du seigle est en fonction de certaines conditions, sécheresse, travail de sol, traitement herbicide? Je pense que tu l'as mentionné un petit peu rapidement, ou c'est 10 jours tout simplement? Bien, je vous dirais, il faut faire nos essais. Nous, dans les essais qu'on a faits, on a respecté le 10 jours ce printemps et ça semble avoir réduit. Mais ça semble être le minimum, si on fait le tour de la littérature, le minimum à respecter, 10 à 14 jours. Mais comme je disais pour la question d'avant, si les conditions ne sont pas propices au développement de champignons, ben, peut-être que ça peut être moins de 10 jours. C'est sûr que ça peut dépendre de différents paramètres. Là. Mais dans les études que j'ai lues, il n'y avait pas de travail de sol, premièrement. Là. Le maïs était semé en semi-direct. C'était une destruction chimique du seigle qui était faite. Mais il peut y avoir des variables, d'où l'idée de, si vous l'essayez, ben laissez-vous des bandes où il n'y en a pas de seigle pour tirer vos propres conclusions aussi. OK. Il y a une question de Bruce Gélina qui demandait quelle était la culture précédente dans vos essais avec maïs semé dans du seigle? On était en maïs en silage, si je ne me trompe pas dans tous les cas. Oui, on était en maïs en silage. OK. Il y avait un autre site où je n'ai pas présenté les résultats, là, mais qui était en soya, retour soya, mais ça, je n'ai pas encore les données de rendement. Mais les 3 dont je vous ai présentés, on était en maïs en silage. C'était ça le but de ce projet-là, c'est de trouver une culture qui permet de couvrir le sol après le maïs en silage. Puis souvent, après le maïs en silage, il y a du fumier, les producteurs reviennent en maïs grain. Fait que c'était l'idée de travailler avec des délais, de travailler avec le seigle aussi. OK. Il y avait une question de Marc-Antoine Pelletier et Geneviève Girard qui c'est une question sur le seigle roulé. Peut-être qu'on peut répondre très rapidement, mais sans trop aller dans les détails, parce que je vais mettre un lien tantôt dans le clavardage, mais il va avoir un webinaire GIEC, là, gestion intégrée des ennemis des cultures, organisé par le CRAC, qui va porter vraiment sur la technique du seigle roulé. Qu'en est-il de rouler le seigle comme destruction mécanique pour semer le soya? Le seigle doit être détruit à ce moment beaucoup plus tard, sinon il va relever. Je n'ai pas beaucoup d'expérience là-dessus, mais j'ai un client qui l'essaie. Puis c'est clair qu'avec les printemps qu'on a eus, le seigle, il faut le laisser tellement pousser que ça a beaucoup, beaucoup affecté la germination du soya parce que là, le seigle avait pompé toute l'eau pour se rendre au stade de développement où il était. Fait que ça reste une technique, je trouve, vraiment difficile. Là. Puis si on n'atteint pas le bon stade, ben, le seigle ne sera pas détruit. Puis ça prend aussi une grosse population de seigle parce que si on le roule, c'est parce que, règle générale, on est bio. Si on n'a pas un gros paillet de seigle, comme je disais tantôt, minimum 4 tonnes à l'heure, mais là, on va avoir des mauvaises herbes qui risquent de passer au travers. Puis avec le paillet de seigle, on ne peut plus retourner pour sarcler. Fait que c'est pas facile là, comme technique. Mais on va inviter les gens à suivre le webinaire là, sur ce sujet-là, plus spécifiquement. Donc, il y avait une autre question aussi à ce sujet-là, fait que je vais la passer. Une question... il y avait une question, puis là, je t'ai occupée à suivre les questions, fait que je ne suis pas trop certaine là, à quoi ça retournait, mais qu'en est-il du rendement de soya l'année suivant le maïs? Ça, c'était quand tu parlais en dernier là, des essais de soya sur le seigle. Là, mais malheureusement, on a fait, vu que c'est juste l'année passée qu'on s'est dit, OK, implanter le seigle dans le maïs en début de saison intercalaire, ça ne marche pas, on va le semer plus tard. Fait qu'on a juste eu des belles implantations l'automne passé, on a semé notre soya là-dedans cette année, puis les données de rendement ne sont pas finies de compiler. J'aurais bien voulu vous les présenter, mais malheureusement pas.
quand je regarde les données brutes à date, j'ai pas l'impression qu'on a eu d'impact sur le rendement, ni d'un sens ni dans l'autre, là, mais je peux pas, par rapport à nos essais, en tout cas, je peux pas me prononcer parce qu'on n'a malheureusement pas fini de tout compiler et d'analyser les résultats. OK. Une autre question de Vicky Villiard. L'impact des insectes défoliateurs, les limaces, les noctuelles fiancées qui ont été observés là, dans certains champs cet automne sur la survie du seigle. Est-ce que ça a un impact, ces insectes-là, sur la survie du seigle? Est-ce que les insectes seront toujours présents au printemps suivant et ont un impact sur la culture suivante? En fait, les photos que je vous ai montrées du producteur qui a fait un essai cette année de seigle à la défoliation du soya, puis que le seigle était établi dans une cabane de vers de terre, là, non seulement le seigle était établi dans une cabane de vers de terre, mais en fin de saison, les limaces avaient tout mangé aussi. Fait que je vais vous dire ce printemps ce que ça a l'air, mais les Américains soulignent effectivement un problème de limaces parfois dans le seigle et dans certains cas, ils mentionnent que c'est quelque chose qui va affecter aussi leur rendement maïs l'année suivante. Mais encore là, le délai entre la destruction du seigle et le semis du maïs, ben, c'est une porte de sortie intéressante. C'est une façon intéressante de réduire même l'impact des limaces. La noctuelle fiancée, pardon, je l'ai vu beaucoup cet automne dans des couverts de radis, pois, etc. Je ne l'ai pas vu dans le seigle, mais peut-être. Mais ça reste quelque chose à surveiller. Plus on va faire de ces cultures-là, plus on va avoir des nouvelles choses aussi à gérer puis à voir. Ouais. OK. On a une question. Stéphanie, on a encore du temps, là? Je déroule les questions. Oui, on a encore quelques minutes, oui. OK. Il y a une question de Samuel qui dit « Est-ce important de détruire le seigle 10 jours avant le semis de maïs avec une culture de seigle en bande? » Tu mentionnais qu'on peut faire des bandes de seigle. Non, dans le cas du seigle en bande, là, j'ai trouvé une étude là-dessus. Eux autres disaient qu'à ce moment-là, le 10 jours n'est pas nécessaire là, parce qu'on a éloigné suffisamment. Là. Ça sera à voir, mais c'était comme ou tu le détruis 10 à 14 jours avant de semer de maïs ou tu le sèmes en bande. C'était pas, ils ne combinaient pas les deux dans cette étude-là. Puis en l'ayant semé en bande, ben, il n'y avait pas eu d'impact sur leur maïs. Puis, je voudrais juste rajouter une chose tantôt pour nos rendements soya dans nos parcelles. Là. C'est clair que ça peut être à risque, mais dans nos essais, le soya avait été semé après du maïs. Donc, plus il est semé tard, moins il se développe au printemps suivant. Fait qu'on avait, vous l'avez vu selon les photos, on n'avait quand même pas un soya de 2-3 pieds de haut. Puis, on a quand même détruit tôt aussi notre soya au printemps passé. Fait que c'est pour ça que, mais je pense qu'il y a peut-être eu des cas différents où là, il y a pu avoir un impact de rendement en soya parce que le seigle a peut-être trop poussé puis trop pompé d'eau. OK. Il y a une question qui dit de Martin Berger qui dit je pense à semer mes prairies le printemps prochain sur un seigle semé cet automne. Est-ce qu'il y a un risque versus semer après une récolte de fourrage? Bien, on a Louis Robert qui a inscrit dans le chat là, un complément à cette question-là en début de webinaire. Là, on avait parlé des semis, l'implantation de prairies après dans une culture de couverture de seigle. Donc, Louis Robert mentionne que l'effet allélopathique se manifeste surtout dans les semaines suivant la destruction du seigle. En semant une prairie dans le seigle au printemps, l'utiliser comme plante-abri, donc elle n'est pas détruite, l'effet ne se produira pas. Et on le récolte en verre au stade gonflement, sans le détruire et les plantes fourragères bénéficieront de meilleures conditions de croissance. Donc, moi, l'étude que j'avais vue, effectivement, il avait ensilé le seigle, il avait détruit, puis il avait semé la prairie là-dedans, puis c'est là qu'il y avait eu des gros problèmes avec la luzerne. C'est peut-être une solution. Donc, il y a une autre question qui vient de s'ajouter d'Alexandre Saint-Pierre. Oui. Julie, je suis désolée. Il est déjà rendu 10h10. On avait un petit retard en début de journée. Mais peut-être que Sylvie, tu pourrais répondre dans le chat là, suite à ta conférence. Je vous remercie beaucoup, Sylvie, pour ta conférence, Julie, pour m'avoir donné un coup de pouce là, pour les questions. On est rendu à l'heure de la pause. On va prendre un petit 5 minutes de pause. Je vous attends à 10h15 pour la conférence de François Quesnel. À tout de suite.
On va reprendre, il est maintenant 10h15. Donc, on va maintenant passer à la deuxième conférence. Cette conférence-là est présentée par François Quesnel. La conférence va traiter du seigle d'automne fourragé suivi d'une culture de soya. François a fait ses études en agronomie à l'Université Laval. Il a obtenu une maîtrise en biologie du sol à l'Université de Guelph en 1997. Ensuite, l'année suivante, il a travaillé à mettre sur pied le club Profitosol dans les Laurentides et il y travaille toujours depuis. C'est quand même un beau parcours, François. À titre de conseiller en agro-environnement, M. Quesnel est intervenu sur plus d'une centaine de fermes des Basses-Laurentides pour accompagner les producteurs dans l'adoption de pratiques agro-environnementales sur leurs fermes. Et il a également mené à bien plusieurs projets de transfert technologique et de mobilisation collective, dont plusieurs dans les dernières années sur les céréales d'automne. Donc, sans plus tarder, François, je te cède la parole. Merci d'être avec nous ce matin. Bien, merci beaucoup de m'inviter ce matin à parler du seigle d'automne. Vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, parfait. Donc, ce matin, je vais vous parler de 2 récoltes en une saison, le seigle d'automne et le soya. C'est un projet qui a été conduit par ma collègue Férouz, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Je ne pourrais peut-être pas répondre aux questions très, très pointues. Là, c'est pas moi qui ai parlé avec les producteurs, mais j'ai suivi ce projet-là quand même d'assez près et travaillé sur d'autres projets sur les céréales d'automne, donc il n'y aura pas de problème. Pourquoi on a fait ce projet-là? Les principaux objectifs, dans notre région, on a quand même plusieurs fermes laitières, des fermes bovines, et le maïs en silage laisse un gros trou dans la rotation. Il est récolté tôt à l'automne, il ne laisse pas vraiment de résidus, il ne laisse aucun résidu de culture, ce qui favorise l'érosion et la dégradation du sol. D'autant plus que le soya, qui souvent va suivre le maïs en silage, va être semé tard au printemps. Donc, entre le moment où on récolte notre maïs en silage et le moment où le soya ferme les rangs, là, il y a un bon 9 mois où le sol est à nu. Donc, on essayait d'utiliser le seigle d'automne pour boucher ce trou-là. Donc, c'était vraiment dans un but de culture de couverture pour améliorer la structure du sol et lutter contre l'érosion, mais aussi, c'était pour récolter le seigle au printemps suivant pour l'ensiler afin de sécuriser les stocks fourragés et ensuite semer du soya. Donc, on voulait vraiment, dans ce projet-là, faire du seigle pour l'ensiler, faire de l'herbe avec ça, là. Donc, plus spécifiquement, première des choses, évaluer l'impact de la culture du seigle d'automne sur la structure du sol et évaluer le potentiel fourragé du seigle d'automne en termes de rendement et de qualité de fourrage. Pourquoi le seigle d'automne? On a plusieurs raisons là, de choisir le seigle d'automne. Sylvie en a parlé beaucoup. De façon générale, les céréales d'automne vont donner un bon couvert végétal à l'automne et donc vont couvrir le sol en hiver et vont couvrir le sol au printemps. C'était vraiment le but de notre intervention, c'est de couvrir le sol de l'automne au printemps. Sylvie en a parlé aussi beaucoup. Le seigle a un système racinaire fibreux bien développé qui réduit l'érosion, capte les éléments du sol et favorise la vie microbienne. Donc, c'est vraiment, le seigle est vraiment une céréale championne là-dedans. C'est une céréale rustique qui tolère bien le froid. On voulait évidemment, là, si on maximiser nos chances de réussite avec une céréale qui a le plus de chances de passer l'hiver. Et aussi, c'est un excellent moyen de capter les éléments nutritifs qui pourraient être perdus par l'estivage. On a fertilisé notre maïs en silage généralement assez fort en azote et il en reste souvent de l'azote résiduel dans le sol à l'automne après un maïs en silage. Donc, d'avoir quelque chose qui pousse à ce moment-là, ça vient éponger tout ce qui pourrait rester. Et le seigle a un excellent contrôle des mauvaises herbes. L'effet sur la pression des mauvaises herbes est flagrant. Moi, j'ai quelques producteurs bio là, qui ont du seigle dans la rotation, puis l'année qui suit le seigle,
ils ont souvent beaucoup moins de problèmes à gérer les mauvaises herbes, là. Le seigle aussi, on l'a déjà mentionné, c'est une céréale là, qui va donner un très bon rendement là, au printemps suivant, là. Ça produit énormément de tall, ça donne un rendement supérieur. Donc, par rapport à du blé ou du triticale, là, le seigle a un avantage de ce côté-là. Et comme on avait vraiment un aspect là, où on voulait, là, pour les producteurs, ramasser le plus d'herbes possible, là, bien, le seigle était vraiment tout désigné là-dedans. Et en plus de donner plus de rendement, il a tendance à le produire plus vite. Donc, la récolte hâtive du seigle permet d'entreprendre une deuxième culture comme le soya. Donc, c'est ça. Nous, contrairement à Sylvie, on voulait vraiment laisser aller le seigle pour qu'il donne tout son plein rendement. Et donc, nous autres, dans notre cas, ce n'était pas vraiment envisageable là, de faire du maïs. Parce que là, on est rendu quand même assez tard. Là. Ça peut toujours se faire, mais ce n'est vraiment pas idéal. Donc, c'était vraiment, nous, l'optique, c'était de faire le soya. Comment on a testé cette idée-là? Ben, on a rencontré des producteurs là, qui avaient des champs de maïs en silage qui étaient récoltés tôt. Là. Normalement, là, les champs avec lesquels on a travaillé étaient récoltés mi-septembre ou plus tard, là, fin septembre. Et les producteurs ont par la suite là, donné un petit coup de déchaumeuse, de chisel, d'offset. On avait un producteur, lui, qui était en semi-direct aussi, qui a participé à l'étude. Et donc, le seigle était semé à 200 kg à l'hectare à la fin septembre, généralement 20-25 septembre, en laissant une parcelle non semée. Donc, dans un champ typiquement de 5 à 10 hectares, on pouvait laisser 1 à 2 hectares qui n'étaient pas semés pour servir de témoin. Dans tous nos essais, là, je ne l'ai pas marqué là-dessus, le seigle qui a été utilisé, c'est du seigle Gaultier. C'est le seigle, là, je pense, assez commun, assez facilement disponible dans toutes les bonnes meuneries. La plupart des producteurs avec qui on a travaillé n'ont pas fertilisé le seigle. Ils ont tout simplement laissé le seigle aller avec les restants du maïs. On avait un producteur qui, lui, voulait avoir du volume là, et il a mis au printemps, là, on est rendu au mois d'avril, au printemps, il a mis une 50aine d'unités d'azote dès que le champ était assez solide pour porter l'épandeur avec le tracteur. Donc, en général, nos essais sont faits sans fertilisation et quelques parcelles avec 50 unités d'azote. Le seigle a été fauché au stade gonflement et ensuite fané ou séché. On a un producteur qui a séché le seigle, mais la grande majorité des parcelles ont été simplement fanées et ensilées. Ensuite, une fois que le champ est ramassé, ben, un coup de déchaumeuse, chisel encore là, offset ou semi-direct pour le producteur qui était en semi-direct, a été donné là, pour préparer le terrain pour semer le soya. Le soya, dans nos essais, en 2019, on avait fait des essais en 2019, 2020, 2021, on a eu des récoltes de soya. 2019-2020, ça s'est semé vraiment dans les tout premiers jours de juin pour la plupart des soyas. Cette année, un peu plus tôt, là, plutôt vers le 25 à 30 mai pour le semis du soya. L'ensilage du seigle. Le seigle d'automne est ensilé au stade gonflement. C'est vraiment le stade idéal. Là. Le stade de gonflement, c'est juste avant que l'épi sorte. On a vraiment à ce moment-là un développement au niveau végétal qui est maximal et des qualités fourragères qui sont vraiment optimales. Donc, il faut vraiment essayer de viser ce stade-là. Quand on passe ce stade-là puis qu'on commence à voir les épis, bien, la qualité, on ne gagne plus vraiment de rendement, là, mais la qualité de l'herbe diminue assez rapidement. Là. Donc, c'est vraiment le stade gonflement juste avant l'épiaison qu'il faut viser pour l'ensilage. Un passage de déchaumeuse offset permet de détruire le seigle et de semer le soya, comme on a mentionné.
Pour le producteur qui est en semi-direct, le Roundup permet de détruire le seigle. Il y avait une petite question concernant, oui, mais OK, si on vient de le faucher, est-ce qu'il reste assez de feuilles pour que le Roundup fonctionne? En général, oui. Là, le producteur chez qui on a fait ça, on n'a pas fait un suivi particulier du stade auquel il a passé son Roundup. C'est quelqu'un qui utilise le seigle beaucoup dans sa rotation. Là. Il est très habitué là, à détruire le seigle comme engrais vert. Mais juste, c'est quand même vigoureux le seigle. Là, donc, par le temps qu'on fauche, qu'on fane, qu'on ramasse, qu'on soit prêt avec la roseuse, là, il y a quelques feuilles là, qui sont là, qui attendent le Roundup. Donc, il n'y a pas eu de problème pour détruire le seigle avec le Roundup. Dans le protocole, en 2019, 2020, 2021, on avait 3 parcelles que Férouz a suivies chez 2 ou 3 producteurs. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est les moyennes là, de 3 parcelles par année avec témoins. Ce qu'on a mesuré comme paramètre, évidemment, on voulait avoir quelque chose qui couvre le sol à l'automne. Donc, on est allé voir un peu ce qui se passait là, au mois d'octobre, comment notre seigle réussissait à couvrir le sol. On a mesuré, bien évidemment, les rendements dans le seigle, les rendements dans le soya. On a pris des analyses dans le silage de l'herbe de seigle pour voir les qualités fourragères. On a, avec des profils de sol, on a évalué l'impact du seigle, la croissance du seigle sur la qualité structurale du sol. Et on a fait aussi, avec Rotation Plus, un petit exercice d'évaluer les marges bénéficiaires sur des bourgs là, pour les différents scénarios avec ou sans seigle. Est-ce que ça fait du sens là, économiquement parlant de faire ça? Donc, les résultats. Première visite qu'on fait, là, une fois que c'est semé, on va aller voir à l'automne qu'est-ce que ça donne. Ça, c'est une photo que Férouz a prise c'était au 15 octobre, du seigle qui avait été semé au semoir, comme on peut voir, là, 3 semaines, 3, maximum 4 semaines avant. Là. Et on voit que déjà, en même pas tout à fait 4 semaines, là, le seigle a couvert à peu près 50 de la surface du sol, sinon plus. Là. Ça s'implante quand même très rapidement quand c'est semé en septembre. Que ça profite des dernières belles journées là, de l'été. Cette photo-là, je l'ai prise le 20 octobre dernier chez un producteur qui ne fait pas partie de l'étude. C'est un voisin d'un producteur qui fait partie de l'étude. Et quand je suis passé là, j'ai dit, tiens, il y a quelque chose de vert qui pousse ici. Et j'ai pris la photo, je l'ai appelé. Et puis, c'est ça, il m'a confirmé. Il ne fait pas partie de l'étude, mais en jasant avec son voisin, il a décidé de l'essayer lui aussi. C'est un champ, donc, qui était en maïs en silage. C'est un producteur de bovins de boucherie. Et il a récolté ça assez tôt. Il a semé ce seigle-là à la volée. Il y a un épandeur, je ne me rappelle jamais si c'est le Conaxis ou le Cavernolan Exacta. C'est un épandeur de précision. Il a semé son seigle autour du 15 de septembre. Et là, la photo a été prise le 20 octobre et on voit là, le sol est complètement couvert par le seigle. Il y a 100% de la surface du sol là, qui est couverte. Ça veut dire que tout cet automne, le sol était protégé. Là, quand les pluies de novembre sont arrivées, le sol était bien protégé de l'érosion. Ça va faire quand même un bon tapis qui va être là tout l'hiver, puis à la fonte de la neige au printemps prochain, le tapis va encore aider à réduire l'érosion. Donc, évidemment, on est dans des céréales d'automne. La survie au printemps est assez importante là, si on veut que notre projet fonctionne. Dans notre coin, là, je pense que c'est pas mal général dans le sud du Québec, les années 2019 et 2020, la survie a été assez catastrophique. 2020, moi, c'était la première fois que je voyais ça. Là, au 10 avril, on avait des survies qui étaient plus hautes qu'au 25 avril 2020. Là. Ça a été épouvantable cette année-là.
Mais malgré ça, on a quand même réussi à avoir nos 3 parcelles. Et l'année 2021, ben, ça a été le contraire. Là, tout a survécu. Je pense que dans nos parcelles, on a une moyenne de 99,9 % de survie. Les parcelles qui avaient été retenues là, en 2019 et en 2020, il y avait au moins 60 % de survie là, qui avait été constatée là, dans la parcelle. On a une photo ici prise au stade gonflement, photo prise le 30 mai 2019. 2019, ça a été un printemps pas trop chaud, là. Donc le stade gonflement est arrivé un petit peu plus tard là, que cette année définitivement. On voit ce que ça a l'air. Les épis ne sont pas encore sortis. Là. On a juste de la belle verdure qui est prête à ramasser. Si on regarde ça d'un peu plus près, on voit là le seigle, une fois étiré la feuille, faisait 73 cm de haut. Ça, c'est presque la hauteur de la table sur laquelle votre ordinateur est posé en ce moment. Là. Donc, ça fait quand même des volumes qui sont très intéressants. Les résultats. Ici, dans le tableau, je présente les résultats là, pour les 3 années, 2019, 2020 et 2021. L'ensilage de seigle, la quantité d'herbe qu'on a ramassée, les rendements dans le soya sur seigle et les rendements du soya dans les parcelles témoins où il n'y avait pas eu de seigle de semer l'automne d'avant. Donc, si on regarde en 2019, l'ensilage de seigle, on avait eu la moyenne des 3 parcelles, 4 900 kg à l'hectare, contre 3 600 là, en 2020-2021. La différence en 2019, on avait 2 parcelles sur les 3 qui étaient chez un producteur qui avait fertilisé au printemps avec 50 unités d'azote. Là, je ne suis pas sûr que 50 unités d'azote puissent compter pour une tonne écart là, et plus même de différence. Mais dans la présentation de Sylvie, on a vu que ça pouvait aller jusqu'à 125 %. Là, fait que peut-être que c'est juste ce 50 là, qui a fait la différence. Mais c'est ça. Là, on voit là, juste les restants du maïs en silage ne sont pas suffisants pour une graminée là, aussi gourmande là, que le seigle. Oui, le seigle va bien éponger ça, mais si on lui donne un petit boost au printemps, 50 unités d'azote, il a l'air de réagir vraiment bien. Donc, la moyenne de nos ensilages sur 3 ans est de 4 tonnes, 4000 kg à l'hectare de matière sèche. Le soya en 2019, après le seigle, a donné 3500 kg. Un petit peu mieux en 2020, 3800. Et 2021, 4200. Ça a été un petit peu en dents de scie cette année, les rendements, là, mais nos 3 parcelles de soya ont donné quand même des bons rendements. Quand on regarde les témoins, en général, on a un petit peu moins de rendement du côté des témoins, là, particulièrement en 2019, 3000 kg. 2020, 3600 kg. Et 2021, 4600 kg. C'est un bémol que je mets là, sur ce 4600 kg-là comparé aux 4200 dans le soya sur seigle. C'est qu'en 2021, Férouz n'a pas été capable de récolter, là, je ne me rappelle plus la raison pourquoi. Il y a 2 récoltes, il y a 2 parcelles témoins qui n'ont pas été mesurées là, en termes de rendement. Là. Donc, le 4600, c'est le résultat d'une seule parcelle. Et dans le soya qui était juste à côté de ce témoin-là, le rendement était quand même de 4500 kg. Donc, la différence là, de 330 kg ici n'est pas vraiment représentative là, de ce qui s'est passé. Quand on regarde ce que ça donne comme qualité d'herbe, une analyse ici faite sur du seigle qui a été récolté le 29 mai 2020. Bien, on peut voir, là, moi, je ne suis pas un expert en alimentation animale, je ne rentre jamais dans les étapes chez les producteurs, mais on peut voir ici que la protéine à 13,5 %, c'est quelque chose qui est intéressant. On vise pour de l'ensilage au moins 13 %. Et Férouz, c'est ça, me fait remarquer qu'à 35 %, la fibre ADF et la fibre NDF à 63 %, c'est des valeurs qui sont quand même intéressantes pour de l'ensilage, pour une ferme laitière. Ce chantier-là avait été interrompu par la pluie, puis il a repris le 1er juin, et là, on voit la catastrophe.
2 jours plus tard, la protéine brute n'est plus à 13% du tout, est à 12%. Et les fibres ont augmenté aussi pas mal significativement. Ça montre l'importance de viser, on vise le stade gonflement parce qu'on a le maximum de volume d'herbe à ce moment-là et très, très bonne qualité fourragère. Chaque jour qui passe, passer ce stade-là, la qualité fourragère diminue sans qu'il y ait d'augmentation de volume. Ça fait qu'on est perdant complètement. Ça, c'est une petite analyse qui a été envoyée ce printemps par le producteur. Le producteur, il ne faisait pas partie de l'étude en 2021, il faisait partie de l'étude en 2019. Et il avait décidé, lui, c'est lui qui fertilisait ses parcelles, et il avait décidé d'y aller avec un 3000 kg de lisier, 3000 gallons à l'acre de lisier l'automne dernier, juste avant le seigle, et il est revenu avec un 50 unités d'azote encore. Et il a fauché ça assez rapidement. Là, on voit que l'analyse date du 25 mai, donc ça a été fauché dans les jours qui précèdent ça. Et il y avait ici 20% de protéines et les fibres étaient encore plus faibles que dans l'échantillon précédent, là, 27% et 48%. Comparé à 35 et 50, 60. Là. Donc, il était vraiment, lui, il est vraiment content de cette technique-là. Là. Ça y fait quand même une bonne quantité de fourrage avec une qualité intéressante. L'autre aspect qu'on voulait examiner, c'était l'impact sur la qualité du sol. Donc, là, on voit là, les mottes parlent assez bien. À gauche, une motte prise dans la parcelle avec le seigle, avec un système racinaire hallucinant. Et à droite, une motte tirée du champ de la parcelle témoin juste à côté, où il y a quelques mauvaises herbes là, qui ont poussé dessus et pas grand-chose. Où on voit que l'effet des racines est assez évident. Si on regarde ça d'un peu plus proche, l'AP 0,15 cm sous le seigle, la photo parle d'elle-même. On voit des agrégats qui sont de forme granulaire, qui sont fins. Les barres noires sur la droite là, font 2 cm. Donc, c'est une structure granulaire, fine, cohésion faible, et c'est des agrégats qui se défont tout seuls. Le grade est très fort, ça se défait spontanément dans des agrégats comme ça. Donc, toutes des belles qualités qui font que ce sol-là a une meilleure aération, une meilleure infiltration d'eau et donc peut plus facilement là, permettre la bonne croissance des végétaux qui vont venir après. Si on regarde le sol dans la parcelle témoin juste à côté, pas de racines de seigle qui ont poussé là-dedans. On est dans de la grosse argile dans les deux cas. Et là, ici, vous voyez, l'échelle est la même, 2 cm par barre noire. Et là, on a des agrégats de forme beaucoup plus angulaire. Des agrégats qui sont beaucoup plus gros. On est dans les 3 cm, 2 cm et demi, 3 cm, 4 cm. Comme agrégat, on a des cohésions qui sont plus fortes. Donc, on a des conditions d'aération, des conditions d'infiltration ici qui sont définitivement moins bonnes que pour là où le seigle a poussé. On a examiné la marge sur débot, voir si ça fait-tu du sens pour le producteur d'investir dans un petit peu de seigle. En fait, 200 kg, ce n'est pas un petit peu, c'est quand même des frais. Ici, on a Rotation Plus, lui, il calcule la marge sur débot. Hein, donc, on compare les produits. Ici, pour le maïs fourragé, les produits sont de 1 925 $. On compare ça aux charges, 1 284 $. Donc, on a une marge sur débot dans notre maïs fourragé de 640 $. Même chose pour le soya. Ça, c'est rotation maïs-soya sans seigle. On a 1691 de produits avec la récolte de soya. On a des charges de 593. Donc, on a presque 1 100 $ de marge dans le soya, ce qui fait que sur les 2 ans en moyenne, on a 869 $ de marge. Si je rajoute le seigle en engrais vert, dans mon année de maïs fourragé, je vais rajouter des charges d'approvisionnement parce que là, j'ai 200 kg de semences à payer, j'ai un travail de sol de plus à faire, fait que j'ai un petit peu plus d'opérations culturelles. Ce qui fait que la marge dans le maïs, elle est passée là, de 640 à 381, 250 $ de frais de plus.
Et la seule chose que j'ai pour compenser ça, dans ma moyenne, moi, j'avais un petit peu plus de soya sur retour de seigle. Donc, j'ai augmenté un petit peu mes produits dans le seigle, dans le soya, c'est-à-dire. Mais ma marge, quand même, là, j'ai surtout des dépenses et peu de revenus de plus. Donc, ma marge, si je fais juste du seigle en engrais vert, elle est rendue à 764. C'est une baisse de 12 donc, ce n'est pas la fin du monde non plus. Si, par contre, je récolte mon seigle, bien là, je vais avoir du côté du soya, dans la colonne soya, je vais avoir 2 récoltes cette année-là. Donc, je vais avoir des produits quand même un petit peu plus intéressants. Là, on avait une moyenne de 4 tonnes de matière sèche. J'ai mis ça à 200 $ la tonne. C'est à peu près le coût d'un... Il n'y avait pas de coût dans rotation plus pour de l'herbe comme ça, de sec. J'ai pris un mélange trèfle à 200 $ la tonne. Là. Bon, je pense que c'est assez raisonnable pour de l'herbe. On en avait 4 tonnes, donc on s'est rajouté 800 $ de produits cette année-là, l'année du soya. Donc, on a 2500. On s'est rajouté des charges aussi parce qu'il a fallu le faucher, le récolter, le faner, le récolter. Donc, on a des opérations un petit peu plus élevées. Mais au total, ma marge est rendue à 1097. Donc, par rapport à si je n'ai pas de seigle du tout, quand j'étais à 760 $ de marge, je viens d'augmenter ma marge de 31 %. Le fait d'avoir fait du seigle puis de l'avoir ensilé. Donc, pour toutes ces raisons-là, les producteurs ont vraiment beaucoup aimé la technique du seigle intercalable, du seigle en dérobé après le maïs ensilage pour l'ensiler au printemps suivant. C'est une technique qui est très facile à insérer dans la rotation. On change zéro de la rotation des producteurs. Ils faisaient du maïs ensilage puis ils suivaient ça avec du soya. Bien, ils font encore du maïs ensilage qu'ils suivent avec du soya. On a zéro dérangé leur rotation. On a juste semé un peu de seigle et ils sont déjà tout équipés. C'est des producteurs de bovins. Ils sont déjà tout équipés pour semer. Et donc, on a, grâce à ça, obtenu quand même des quantités et des qualités fourragères là, très intéressantes. Les producteurs ont été assez satisfaits de voir les résultats de ça. Le sol, comme on a vu sur les photos, le sol au mois d'octobre est très, très bien protégé de l'érosion à l'automne et tout le long de l'hiver et au printemps. La structure du sol a été améliorée par la croissance des racines. C'est assez flagrant. Et dans nos essais, on a vu que le soya ne souffre pas vraiment de la présence de seigle dans la rotation. L'année, nous, dans la région de Mirabel, c'est 2020. Là, 2020, ça a été l'année la plus difficile. Le mois de juin 2020 a été épouvantable. À peu près 20 mm de pluie au total, 25. C'était des petits orages qui passaient. Là. Les céréales de printemps n'ont rien donné en 2020. Ça a été la catastrophe. Mais malgré ça, on voit nos résultats d'ensilage de seigle et de soya ont été quand même bons en 2020. Donc, tous ceux qui l'ont essayé l'ont conservé et même ceux qui ne l'ont pas essayé, eux autres même, on a vu chez le producteur chez qui je suis passé dans le rang, là, le projet fait des petits à lui tout seul. Là, le bouche à oreille commence à faire effet. Évidemment, les résultats dépendent de la survie à l'hiver. On est dépendant de ça, mais je ne pense pas qu'on puisse avoir des choses plus difficiles que 2019-2020. Et on a quand même réussi à sauver, dans le seigle, on a sauvé quand même à peu près la moitié des parcelles qui avaient été semées. Le blé, ce qu'on avait fait cette année-là, ces 2 années-là, il y a à peu près rien qu'on avait gardé dans le blé. Le seigle a vraiment mieux survécu. Évidemment, pour aider la survie à l'hiver, il faut penser l'égouttement de son champ. C'est vraiment une des clés importantes là, de la survie à l'hiver. Les producteurs nous ont mentionné que de gérer le stockage de l'herbe peut être un casse-tête. Hein? Quand on rentre ça dans la rotation, ouf, on se ramasse avec des tonnes d'herbe. On n'avait peut-être pas planifié
ça exactement, là, à travers l'ensilage, à travers le foin qu'on a. Mais la plupart des producteurs ont rentré ça dans les silos-fosses ou dans les ag bags. Et ça s'est très bien passé. Ils ont soigné, il y en a qui ont soigné les vaches laitières avec ça. La plupart ont commencé tout simplement à faire du stock là, pour plus les vaches taries, les rations des vaches taries. Mais avec la qualité qu'on a observée, on peut très, très bien faire ça pour les vaches laitières. Je pense qu'il n'y a personne là, qui s'est essayé à mettre ça dans des silos tours. L'humidité de ça, là, ça risque d'être un petit casse-tête, un petit problème là, si on veut essayer de mettre ça dans un silo tour. On a eu des commentaires. Est-ce que le seigle assèche le sol au printemps et vient nuire à notre récolte, à notre implantation de soya? Bien, c'est ça. Nous, on n'a pas vraiment observé ça. Julie Brou m'avait envoyé un petit lien là, où le ministère de l'Agriculture de l'Ontario mettait en garde les gens contre un assèchement possible et qui pouvait nuire. Là, puis Sylvie en a parlé amplement. Là, pas juste l'assèchement, mais le Green Bridge, tout ça. Là, il semble y avoir plus de problèmes dans le maïs que dans le soya. Et nous, en tout cas, dans nos résultats, on n'a pas vu ça. Pour continuer dans le thème de la matinée, qui est le seigle d'automne en folie, on m'a demandé, Yvan Fauché m'avait demandé de parler. Nous, on n'a pas fait l'essai de cette technique-là, mais il y a eu plusieurs questions là-dessus dans la présentation de Sylvie. Le seigle d'automne comme plante abri. Moi, j'ai tout simplement appelé Louis Robert, qui, lui, avait aidé à superviser des tests dans la côte du sud du temps qui était à Sainte-Marie. Et dans le fond, le semis de la prairie se fait, comme Louis l'a mentionné là, dans son intervention sur le chat, ça se fait très tôt au printemps, là, dès que le sol est assez portant, donc le seigle est tout petit à ce moment-là. Le semis se fait de façon conventionnelle, semoir en ligne, un brillon, à la volée. Tout est bon. Moi, je pense qu'à la volée, très, très tôt au printemps comme ça, on a quand même de très, très bonnes chances de réussite, là. Donc, c'est ça. Là. Mais semoir en ligne brillante, juste de pouvoir graffiner un peu la surface du sol, ça peut être utile aussi là, pour améliorer la surface de contact entre la semence et le sol. Quand on va chercher la première coupe de seigle, on ne détruit pas le seigle, évidemment, notre millage est en dessous. Et souvent, le seigle, Louis nous disait que le seigle va repartir assez fort. Et on est capable de faire 2 coupes dans le seigle. Et notre millage est là qui attend, pareil comme quand on fait une céréale de printemps. Là, il va repartir une fois que le seigle va avoir quitté le champ. Donc, l'implantation de la prairie, c'était très, très, très bien. Faites pas d'effet d'allélopathie de remarquer. Et pour les producteurs, c'était vraiment gagnant comme technique, parce que là, par rapport à un millage conventionnel au printemps avec une plante abri, au printemps, on sauve le travail du sol. On n'a pas de pesticides à mettre au printemps non plus. Et on a une bonne récolte l'année de l'implantation. Le seigle va donner beaucoup d'herbes et va donner 2 coupes souvent. Donc, c'est très, très rentable comme technique. Donc, ça fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions? Merci François pour ta présentation. Les résultats sont très probants. C'est un gros plus en plus pour la santé des sols. Il y a des questions, effectivement. Il y a beaucoup de questions. Fait que je vais laisser Julie te poser les différentes questions. Oui, donc on a une première question de Roch Léonard qui demande qu'en est-il de faire une application de glyphosate 3 à 7 jours avant la fauche pour le fourrage? Oui, il y en a qui font ça, mais on n'a pas eu. Nous, on ramasse l'herbe, là, on n'a pas de mauvaises herbes à traiter ou rien, là, tout est beau. Là, fait qu'on voit, je ne verrais pas l'intérêt là, dans la situation où on était pour le brûler comme ça avant. Le producteur qui était en semi-direct, là, il l'a très, très bien contrôlé avec une application de glyphosate après la fauche. Donc, je vois pas l'intérêt de l'appliquer avant.
Surtout que le glyphosate est quand même assez efficace, là, même assez rapidement après la fauche, comme tu as mentionné. Là, fait que... Oui, puis il y a quand même un délai, je me rappelle plus c'est quoi le délai là, avant de pouvoir ensiler cette herbe-là, c'est 7 à 10 jours là, quand même. Là, fait que là, dans les derniers jours, là, on veut quand même là, le timing de la récolte là, est assez critique. OK, parfait. Deuxième question de Brigitte Lapierre. Pourrait-on laisser repousser le seigle pour faire une deuxième ou même une troisième coupe en fourrage pour faire un semis de plantes fourragères en août, par exemple, où le rendement serait trop faible? Ben là, c'est sûr que si on ramasse une deuxième fois et qu'on veut faire un semis direct, là, un semis direct de notre plante fourragère au mois d'août, c'est une option. À ce moment-là, moi, je détruirais, une fois fauché, là, je détruirais complètement le seigle qu'il y a là pour implanter un semis direct. Les mauvaises herbes vont avoir été bien contrôlées par le seigle, ça c'est sûr. Donc, mais c'est ça, les producteurs, moi j'ai des producteurs qui font leur prairie à l'automne. C'est un petit peu, moi je trouve que c'est un petit peu plus risqué que de le faire tôt au printemps. Là, on joue un petit peu plus à pile ou face au niveau des conditions d'humidité du sol là, quand on fait ça au mois d'août. Donc, ça ne serait pas mon premier choix. OK. Une autre question d'Amélie Saint-Jean. Pour un semis à la volée du seigle, quel taux de semis devrait être visé pour bien couvrir le sol? 1 pour récolter en fourrage versus 2 pour être récolté en grains la saison suivante. Oui, entre le fourrage et le grain, mais nous autres, on y a été à 200 kg. C'est une dose qui est pas mal forte. Là. On y allait parce qu'on voulait avoir beaucoup d'herbes, beaucoup de feuilles. Si on veut pour le grain, je pense qu'on pourrait diminuer un peu, là, 150 kg, ça pourrait faire l'affaire, mais ça semble très, très bien fonctionner. Là, même à la volée, si on a, comme la photo qui est à l'écran, là, c'est un 200 kg qui a été mis au 15 septembre là, à la volée. À la volée, je regarderais ça à 200 kg là, pour être sûr. Là, mais on voit là, ça a super bien réussi. Nous, on a 100% de levée probablement là-dedans. Là. Fait que, oui, ça, 200 kilos, on est sûr on est plus sûr d'avoir des bons résultats. OK. Il y a une question, là, deux personnes qui ont posé une question, là, soit Yvan Fauché et Joël Desjardins, concernant la date de semis des témoins versus celle du semis après le seigle. Est-ce que c'était la même date de semis? Bonne question, exactement. Le soya a été semé en même temps dans la parcelle témoin que dans la parcelle avec seigle. Au printemps, le producteur n'est pas venu semer son soya là, le 15 mai, puis après ça, revenir après la fauche. Il a tout fait ça dans une seule étape. Donc, si c'était semé, après le seigle, c'était semé le 30 mai, ben, ça a été semé le 30 mai aussi dans le témoin. OK. Puis, un complément de question par rapport à ça. Avez-vous descendu votre maturité là, dans vos choix de cultivars ou c'était le même? Là? Pour le soya, oui. Non, il n'y a eu aucune diminution des unités thermiques. Là. C'était, okay. Oui, dans notre région Mirabel, on est juste au nord de Montréal. Là, on a quand même 2600 2700 unités thermiques. Là, historiquement, si on veut. Là. Fait que non, de semer ça fin mai, tout début juin, on n'a pas diminué les unités thermiques. Il y avait une autre question en lien avec les unités thermiques d'Hubert Martel qui demandait est-ce qu'il y a des restrictions en termes de saison de croissance? Est-ce que ça pourrait bien fonctionner jusqu'à quelle unité thermique dans les régions plus périphériques selon toi? Bonne question parce que je ne connais pas vraiment la croissance là, si on est plus dans le bas du fleuve. Nous autres,
je dirais, là, quand on sème fin mai, début juin, c'est encore bien. D'habitude, les producteurs, quand on va semer ça, des fois, on les voit, ils font j'ai déjà vu les producteurs, des fois, une prairie qui n'a pas super bien survécu au printemps. Ils disent, bon, je vais faire la première coupe, puis après ça, je vais semer du soya. Ça nous amène à des semis de soya dans notre coin qui sont autour du 15 juin. Puis ça, ben, je leur dis souvent, quand on en est rendu au 15 juin dans notre coin, là, c'est un petit peu pile ou face. Là, ben, en fait, 3 années sur 4, ça va bien marcher, mais des années comme on a eu avec des mois de juin très secs, il y a des fois, c'est la catastrophe. Là. OK. Il y avait une question de Mathieu No concernant la texture du sol. Est-ce qu'elle était la même dans les parcelles de semis-témoins versus les parcelles de semis après le seigle? Oui. C'était dans les mêmes champs. C'était dans les mêmes champs. Fait que, oui, on a beaucoup d'argile Sainte-Rosalie. Là. Fait que nos 9 parcelles, là, je pense sur les 9, il y en a 7 qui sont dans l'argile Sainte-Rosalie. OK. Une question d'Amélie Saint-Jean. Les producteurs dans l'essai font des rotations ensilage de maïs, soya. Est-ce qu'ils font une implantation de prairies dans les mêmes parcelles les années suivantes ou ce sont vraiment des parcelles séparées qui n'ont pas eu de seigle? Dans la rotation, comment ils vont faire leur implantation de prairies, ces producteurs-là? Ben, c'est ça, souvent, c'est ça, c'était des parcelles qui étaient en rotation laitière. Fait que l'implantation de la prairie va souvent se faire après le soya. Le soya les gens aiment bien planter après le soya. Le soya, les producteurs vont dire, hein, ça fait de la mie. Fait que pour semer la prairie là, après le soya, ça va super bien. Donc, il n'y a pas de problème. Il y en a beaucoup qui le font aussi l'année après le maïs en silage directement parce qu'il n'y a aucun résidu à gérer. Fait que les vieux semoirs n'ont pas de problème là, à gérer les résidus à ce moment-là. Donc, c'est ça, dépendant des producteurs, il y a différentes stratégies, mais oui, après le soya, souvent, on va revenir, on va implanter la prairie, puis ça va super bien. Une question de Lucie. Avez-vous eu des commentaires des producteurs concernant l'appétence des animaux vis-à-vis du seigle ensilé, soit les bovins ou à pause pour au niveau des chevaux aussi? Oui, des chevaux, aucune idée. Dans le lait, celui qui faudrait, ça a été surtout servi aux vaches taries, puis aux tares, si je comprends bien. Celui qui fertilise beaucoup, lui, il l'a utilisé pour ses vaches laitières. Donc, j'ai pas eu, on n'a pas eu de commentaires là, comme quoi l'appétence était pas très bonne. Comment c'était intégré dans les silos puis tout ça, là, tu sais, je veux dire, dans la ration totale aussi, là, ça a sûrement un gros impact sur comment les vaches voient ça, mais aucun commentaire négatif, en tout cas sur l'appétence de l'herbe, pas du tout. OK. Là, je regardais, je ne sais pas, je n'ai pas suivi. Il y a eu des questions, je pense, sur l'assurance récolte, mais ça a été répondu. C'est répondu dans la bulle de discussion, puis par rapport aux présentations, Amélie a également répondu. Est-ce que tu avais d'autres questions dans ta liste, Julie? Non, ça fait le tour. Super. Ben, merci beaucoup à vous deux. Merci encore, François, pour ta présentation. Merci, Julie, pour m'avoir épaulé pendant ce webinaire-là. Donc, c'est ce qui met fin à notre deuxième séance des webinaires Grande Culture. Vous avez été très exactement 214 participants aujourd'hui. Merci beaucoup de votre participation. Merci aussi pour vos questions, pour votre intérêt sur le seigle d'automne. Je veux encore remercier les conférenciers. Je veux également remercier le comité organisateur qui a travaillé fort pour vous préparer ces webinaires-là. J'espère que vous avez apprécié. À cet effet-là, vous recevrez bientôt un court sondage par courriel. Donc, je vous invite vraiment à prendre quelques minutes là, pour répondre à ce sondage-là. Pour nous, c'est important d'avoir vos commentaires, vos suggestions.
Donc, on se donne rendez-vous pour le prochain webinaire le mercredi 19 janvier sous le thème « Contrôle des mauvaises herbes, options variées ». Comme pour le présent webinaire, vous devez être inscrit via le point de vente. Donc, vous recevrez, pour recevoir, le lien Zoom. Et je pense que le lien a été mis dans la bulle de discussion. Donc, au nom du comité organisateur, à mon nom personnel, je vous dis merci. Je vous souhaite de passer un heureux temps des fêtes. Prenez soin de vous et on se revoit lors du prochain webinaire le 19 janvier. Merci. Au revoir.